Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live un peu spécial. Donc là, on est dimanche soir. Je crois que c'est pas souvent qu'on on a lancé des lives le dimanche soir, mais là, ça s'imposait un petit peu parce que l'actualité autour de Michael Jackson a un petit peu de mouvement, on va dire. Et cette fois-ci, malheureusement, on va pas parler du biopic, mais voilà, c'est des nouvelles, on va dire qu'on savait que ça allait tomber. Ça se joue un petit peu, on en discutait beaucoup avec Yann et Richard, où j'avais un peu cette démarche de dire que tant que ça s'ébruite pas, on n'en parle pas parce que ce sera en faire de la pub pour rien. Aujourd'hui, voilà, le vent tourne un peu, on en parle, donc je pense que c'est le moment un petit peu de clarifier un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, je vous laisse vous connecter tranquillement les gens et puis on va commencer un petit peu à contextualiser, vous expliquer un petit peu cette fameuse nouvelle affaire Cassio du coup qui est tombée déjà il y a plusieurs mois, mais qui commence, comme je vous le disais, à être diffusée dans les médias. D'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'on va bien sûr donc recontextualiser, on va vous présenter les Cassio, vous expliquer l'affaire, et puis on va, ça c'est une discussion que j'ai eue avec Richard en off, mais un petit peu voir le clivage qu'il y a entre les médias et le public, euh, qui est plutôt favorable et qui est plutôt changeant et qui est une très bonne chose parce que c'est assez inédit à mon sens. Alors pour ce soir, donc bien sûr Yann et Richard sont avec nous pour débattre là-dessus et je suis très très content d'accueillir Olivier Cachin aussi qui va un petit peu nous apporter ses lumières. Bonsoir les garçons, j'espère que vous allez tous bien. Au top. Bonsoir à tous, ça va? Comme un dimanche. Bon dimanche soir. Dimanche soir, c'est le Sullivan Show. Exactement. Pas de Donc, Patchy. hop, alors on est déjà pas mal. Donc il y a Grand Filou qui est là. Salut Grand Filou, salut mon Xavier, bienvenue. Donc Julem, bien sûr, qui est à la modération. On a Sam qui est là. Salut mon Sam, j'espère que tu vas bien. Merod Prod, hello. On a Isaiah qui est là. Salut Isaiah. Trilon. Et ben, bienvenue à tous. Je vous laisse vous connecter. Bien sûr, sur le chat, n'hésitez pas à réagir sur les propos. Julem sera là pour faire la modération. Alors, on le rappelle, évidemment, pas de messages insultants, on reste sur du pragmatisme. Même s'il y a des gens, comme je le dis, s'il y a des gens qui pensent que Michael Jackson a des choses à se reprocher, qui n'hésitent pas à se manifester, on serait même prêt à faire monter quelqu'un qui serait de cet avis-là sur le live pour pouvoir débattre un petit peu. Allez, on va commencer. On va commencer par recontextualiser un petit peu qui sont les Cassio. Est-ce que l'un de vous trois a envie de prendre la parole? Ouais, je peux le faire si tu veux, mais si Richard veut le faire, n'importe. Moi, je peux commencer, puis t'enchaînes. Vas-y, Richard. En fait, Michael Jackson rencontre le père Cassio, enfin le père, hein, donc le papa de la famille des années 80. Cet homme, en fait, travaillait dans un hôtel. Donc, il se lie d'amitié avec lui, et donc par extension, il découvre la famille, il découvre les enfants, la femme, enfin tout le monde. Et au fur et à mesure, ils vont tisser des liens d'amitié très forts. Donc, qui vont s'étendre pendant plus de 20 ans facilement. Et en fait, ça arrive à un point dans leur amitié où Michael Jackson est considéré un peu comme sa seconde famille, c'est ce qu'il va dire plusieurs fois. Il va séjourner chez eux à plusieurs reprises, il va les inviter sur ses tournées. Un peu plus tard, Frank Cassio, donc l'un des frères, quand il devient un jeune adulte, il va même devenir un des assistants proches de Michael. Et puis voilà, surtout même pendant les fameuses affaires de 93 et 2005, ils sont vraiment très proches de lui. Il accueille. Enfin, c'est vraiment un havre de paix en fait. Quand il va chez les Cassio, Michael Jackson, il est vraiment dans un havre de paix, un endroit où il sait qu'il peut avoir une connexion à une vie normale qu'il n'a finalement pas connue ou très peu connue. Donc c'est ça les Cassio, c'est vraiment des personnes qu'on a vues graviter autour de Michael Jackson pendant de nombreuses années et que les fans connaissent très bien. Quand Michael Jackson, j'ai un exemple, en 95, au moment où il tombe malade, enfin il fait un malaise avant le concert de HBO, il est à Disneyland Paris et avec lui il y a les enfants Cassio, enfin il y a la famille Cassio qui est avec lui à Disney en train de prendre des photos avec Mickey. Donc voilà, ce sont des personnes très proches de lui, mais après effectivement il y a la relation de Michael Jackson
avec cette famille qui va un peu se dégrader, surtout avec Frank je pense au niveau des années 2000. Donc, il y aura déjà un premier clivage du vivant de Michael entre eux, entre en tout cas Frank et Michael. Et puis après, il y a la suite du côté posthume. Et si tu veux enchaîner, Yann, sur le côté posthume, ce qui se passe après, par exemple. Oui, alors on peut signaler quand même que c'est pas nouveau chez Michael d'avoir parfois des liens privilégiés avec une famille. Et on a d'ailleurs eu le témoignage il y a très peu de temps sur Twitter d'une famille allemande qui a voulu absolument témoigner sa solidarité avec Michael et qui a rappelé que Michael était proche d'elle, etc. Donc je pense que parfois Michael avait comme ça, il allait retrouver des gens, entre guillemets, normaux, dans la vie normale, pour s'échapper un petit peu de son statut de superstar où il était harcelé par les fans, le public, les médias, etc. Les Cassio, donc, c'est quasiment 25 ans de fidélité à Michael. Ça va donc, comme tu l'as dit, du père qui était donc dans un palace new-yorkais, qui travaillait dans un palace et qui lui présente son fils. Et puis, de ce fameux Frank Cassio qui va être son bras droit quasiment. C'est lui qui écrit le fameux livre « Mon ami Michael », dans lequel il dénonce clairement tous ceux qui s'attaquent à Michael Jackson et dépeint un Michael beaucoup plus normal, quelqu'un qui s'amusait beaucoup, certes très Peter Pan, très enfant jouant aux jeux vidéo, etc., mais aussi un peu dragueur, un peu flirtant avec les fans. Donc on a un portrait assez sympathique, brossé par Frank. Alors évidemment, c'est un portrait qui est brossé après la mort de Michael, pas du vivant de Michael, mais ce livre donne finalement je dirais un visage que les fans attendaient, alors que d'habitude, dans les médias, on a des témoignages qui sont, après la mort de Michael et bien sûr après les affaires, assez délicats, assez, je dirais, calomniateurs. Donc là, on a vraiment une famille qui est soudée autour de Michael. Et après la mort, il continue je dirais, à témoigner en faveur. Je crois que c'est en 2010 qu'ils interviennent chez Oprah Winfrey, si je ne me trompe, pour dire clairement leur amour, leur soutien à Michael. Et effectivement, il y a petit à petit l'idée que nous avons travaillé sur des chansons, notamment Eddie Cassio, le frère, a travaillé avec un certain James Porte sur une douzaine de chansons de Michael Jackson qui auraient été faites dans le sous-sol de la maison qui comporte un studio. Et il y aurait donc sur une douzaine de chansons qui ont été travaillées comme ça, mais pas finalisées, eh bien, il y en aurait 3 qui auraient été finalisées pour être mis sur le fameux album posthume Michael. Alors, évidemment, je pense que beaucoup de fans ici connaissent bien sûr ce qui va advenir de ces 3 chansons. C'est que petit à petit, des gens vont commencer à dire « mais il semblerait que c'est pas Michael qui chante sur cette chanson ». Et il va y avoir une petite bataille entre les fans et certains fans qui se mettent plus en avant, comme par exemple Damien Shields, qui lui va faire une enquête approfondie pendant une dizaine d'années pour démontrer que c'est pas la voix de Michael. Et voire même, tout ça est un complot orchestré pour arnaquer, il appelle ça d'ailleurs la plus grande arnaque du siècle, pour arnaquer finalement les fans, et on en vient même à réclamer des dommages et intérêts. Sony n'avouera jamais vraiment de manière très officielle que ces 3 chansons n'ont pas la voix de Michael qui sont posées dessus. Il y a même certains proches comme Teddy Riley qui au départ, comme ils ont travaillé sur ces chansons, viennent un peu à la rescousse de Sony, et puis quelques temps après finalement disent non, je crois bien que c'est pas Michael qui était sur les chansons, mais bon, je travaillais dessus, donc voilà. Le résultat, c'est qu'au bout de plusieurs années et un procès même intenté par une fan, il y a un accord à l'amiable qui clôture définitivement l'affaire et on retire les fameuses 3 chansons controversées de l'album Michael et de tous les éléments de streaming, de toutes les plateformes de streaming. Désormais, c'est collector, les 3 fausses chansons, vous pouvez les trouver uniquement que sur peut-être YouTube à la rigueur, mais uniquement sur vos vieux sur les CD à l'époque. Voilà. Oui, tout à fait. Donc
La rumeur, bien sûr, ça n'a jamais été vraiment totalement prouvé, mais je crois que l'intéressé l'a quand même dit à demi-mot. La rumeur, c'est que c'est Jason Malaki, un sosie vocal qui avait déjà surpris un peu les fans avec une voix proche de Michael et quelques intonations proches de Michael à une certaine époque. Ce serait Jason Malaki qui, en fait, aurait été appelé à la rescousse pour poser sa voix sur peut-être des morceaux qui avaient à l'époque été prévus d'être travaillés par Michael Jackson avec les frères Cassio, mais qui finalement n'avaient pas grand-chose de bout de voix. Et Damien Childs, lui, va même plus loin parce que il semble prouver que on aurait été chercher des bouts de démos d'Earth Song pour les découper et les mettre dans la chanson, ce qui là laisserait démontrer que on a vraiment une volonté de traficoter pour qu'à la fin on n'y reconnaisse plus rien, avec un petit peu de bout de Michael et puis Jason Malaki. Dans tous les cas, si Sony ne reconnaît rien, il enlève les chansons et on ne connaît pas finalement l'accord à l'amiable qui a été finalisé avec cette fameuse fan dont j'ai oublié le nom, je crois que son prénom c'est Vera. Justement, cette femme, elle s'appelle Vera Serova. Moi, en plus, j'ai rencontré, j'ai beaucoup parlé avec elle. Donc, elle a mené cette action de classe. C'est un petit peu David contre Goliath et elle est arrivée au bout. Il faut se rappeler que pendant une audience, Sony, en s'exprimant à la barre, plus ou moins admis à demi-mot, c'était pas lui. Enfin, en tout cas, avait mis l'hypothèse de façon assez ferme. Et du coup, ça a tellement été monté en épingle et c'est tellement allé loin qu'à un moment donné, surtout sachant que les esthètes commençaient déjà vers 2019-2020 à échafauder le projet du biopic, parce que ça remonte à loin, du biopic, quand on y repense au niveau de sa préparation, en tout cas financière. Ils avaient envoyé un communiqué principalement aux fans en disant, voilà, écoutez, vu les projets qu'on va faire prochainement, vu tout ce qu'on veut faire de bien, de positif sur Michael, on va retirer les chansons, comme ça il n'y aura plus d'histoire. Donc ils n'ont jamais vraiment admis la chose, mais le fait que c'était retiré, ça en dit long parce que ça rompt aussi un lien financier entre les Casio et les Steps, parce que finalement, eux pouvaient espérer, même si les ventes n'étaient pas non plus impressionnantes sur ce CD Michael, et je ne pense pas que le streaming soit non plus rentable comme peut l'être Billie Jean ou un autre titre India canonique, mais en tout cas, c'est aussi une coupure financière nette entre les Steps et les Casio, et c'est peut-être aussi un élément qui a mené à cette rupture-là, en fait, entre eux et les States. Maintenant, voilà, quand on écoute les chansons, ne serait-ce qu'à l'oreille nue, on se rend compte que c'est pas Michael Jackson. Moi, je dis souvent que c'est du surimi jacksonien, parce qu'on prend effectivement un petit bout de Michael par-ci, et on le mélange à ce qu'on va retrouver dans la poubelle, voilà, et on mélange le tout, on mixe, on fait un coup de Pro Tools, on met un coup de Melodyne ou Mélodie, je ne sais pas comment on prononce, je ne sais pas faire quoi d'autre, les prononciations, mais en tout cas, on balance ça sur les plateformes, et le pire, c'est qu'en pensant que les gens allaient enfin, y voir que tu fais, si j'ose dire, tu vois, c'est ça, on a déjà connu l'épisode de Milli Vanilli des 80 qui était encore différent, mais là, c'est vraiment l'imposture vocale totale, quoi. C'est prendre un artiste iconique avec une empreinte vocale en plus forte et faire croire que c'est lui. Tout à fait. Alors, je voudrais apporter aussi un peu de contexte par rapport à ce que vous avez dit, notamment pour recibler un petit peu autour de l'escroquerie des fameuses 3 chansons produites par Edicatio. Déjà, il y a un premier élément qui est important, c'est qu'au moment où on entend, on va dire, cette escroquerie et qu'on sait que ça vient d'un Casio, c'est aussi un grand étonnement parce qu'à ce moment-là, les fans ont une position vis-à-vis de la famille Casio qui est d'intégrité. Et donc, il y a une trahison qui est très grosse et c'est vrai qu'il y a un clivage entre ceux qui ne croient pas au fait que ce soit Michael sur les chansons et ceux qui ne reconnaissent pas forcément Michael, mais qui ne peuvent pas croire quelque part que Eddie Casio, de par sa proximité avec Michael Jackson, que Michael Jackson considérait vraiment comme sa famille adoptive, on ne peut pas croire finalement qu'il soit à l'origine de cette escroquerie. De plus, Teddy Riley, qui participe aux productions de certaines chansons, va aussi avoir cette position de bien affirmer que c'est Michael Jackson qui chante. Ils apparaissent au talk show de Oprah Winfrey pour défendre les morceaux et défendre, on va dire, leur véracité. On sait que Teddy Riley a fait un rétro-pédalage il y a 2 ou 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Alors pareil, hein,
en fait, à aucun moment, on a un aveu de dire c'était une escroquerie, ce n'est pas Michael Jackson qui chante, mais c'est toujours des aveux à demi-mot de dire oui, à l'époque, j'aurais peut-être pas dû, je regrette de l'avoir fait, mais sans jamais vraiment explicitement dire on a volontairement pris un autre chanteur et fait chanter Michael Jackson. Mais il est fondamental en fait de comprendre qu'à ce moment-là, il y a une vraie scission qui se passe vis-à-vis des fans et donc l'image des Casio, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas envisager un seul instant que les Casio puissent trahir aussi durement Michael Jackson. Mais c'est très important de comprendre ça parce que ça va être important pour la suite. Vas-y, Olivier. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'a étonné, c'est que moi, je suis plus effectivement sur la musique que sur tout l'entourage. Mais quand Breaking News est sorti, moi, je me rappelle que dans les 10 minutes qu'on suivit, ça commençait, c'est pas lui. Il y a beaucoup de gens, et ça a été instantané. C'était pas, parce que des fois, ça met un petit moment, on écoute, on se demande. Ça a été instantané, donc il y avait vraiment quelque chose qui semblait assez évident pour plein de gens. Et puis c'est vrai que cette histoire de cet album, on sent que le point de vue de Sony, c'était de dire, en fait, c'est comme le dernier album de Michael qu'il était en train de faire, alors qu'on sait maintenant que au mieux, il y avait des bouts de trucs, des maquettes, mais c'était en aucune façon un album. Et d'ailleurs, la critique n'a pas été forcément mauvaise, mais pour les morceaux des frères Casio, je me rappelle notamment d'une critique d'un journal anglais qui disait que l'apparition de 50 Cent sur ce morceau, c'était comme trouver une limace dans sa salade au restaurant. Enfin, c'était quand même pas. On voyait bien que c'était pas du niveau. C'était moins bien que ce qu'aurait été un album avec, par exemple, des maquettes réellement faites par Michael à toutes les époques. Là, ils ont voulu jouer la carte de les derniers morceaux de Michael. Et de fait, ces trois-là étaient plus que suspects dès le départ. Tout à fait. Et je ne sais pas si tu te souviens, Olivier, du contexte de la sortie de Breaking News, mais à l'époque, ils avaient sorti, c'était le premier titre qu'ils avaient diffusé en intégralité de l'album Michael. Sur le site de Sony, c'était 15 jours avant la diffusion de All My Hand, qui allait être le titre promotionnel de l'album. Et je me souviens, tu sais que je me suis dit, ça se trouve, ils avaient sorti le titre sur le site pour prendre justement cette température et de voir si la chanson allait faire illusion ou si le public allait tout de suite remarquer l'escroquerie. Bon, ça n'a pas loupé de toute façon, mais j'ai toujours été intimement persuadé, et là c'est ma conviction, hein, encore une fois, ce n'est pas une info officielle, qu'ils avaient sorti le titre Breaking News pour prendre la température parce qu'ils savaient pertinemment que les gens n'allaient pas être dupes sur l'intégrité des voix. Ben, leur thermomètre, il n'était pas super alors, hein, parce que franchement, c'était raté. Non, mais le pire, c'est qu'il y avait une espèce de suspense, de compte à rebours avec une petite intro qui était diffusée 2-3 jours avant, mini teaser, sans qu'on entende la voix, justement. Donc ça s'arrêtait au moment où le Michael devait chanter. Et le matin, je me rappelle, c'était diffusé. C'était qu'est-ce qui se passe, rendez l'argent, on n'a encore rien payé, mais c'était en mode c'est quoi ce problème, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est important de rappeler ce contexte-là parce qu'on voit qu'il y a une première, je dirais une première trahison de la part des Casio, en tout cas au regard des fans. Et en fait, on passe vraiment de l'intégrité d'une famille entière à un truc hyper problématique. Et ensuite, je crois que c'est l'année d'après, en 2011, donc Frank Casio, qui a travaillé aussi avec Michael Jackson, hein, il a été son manager. Il a témoigné aussi lors du procès Arvizo parce que son nom a été cité dans les plaintes. Il était cité comme limite dans le complot, tu vois, comme tout à fait. Voilà. Complice. Complice, on va chercher le mot. Ouais, tout à fait. Il a été cité un peu comme complice, que c'était lui qui avait diffusé les magazines qui orchestrait plus ou moins pour adultes. Les réseaux étaient séquestrés. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que la position est complexe. Et donc en 2011 arrive ce fameux livre. Mon ami Michael. Mon ami Michael, merci. Livre que je n'ai pas lu d'ailleurs personnellement. Tu l'as lu, toi, Olivier, ce livre ou pas ? Tu l'as lu, Olivier Non, pas celui-là, non. J'avoue que je n'ai pas été très tenté. En fait, moi, ce livre, il m'a un peu perturbé parce qu'en fait, Frank Casio, à cette époque-là, quand il est proche de Michael en tant qu'assistant, il travaille de fait avec un autre manager qui s'appelle Dieter Wisner, qui est un manager allemand avec qui Michael travaille beaucoup, et son nom n'apparaît nulle part dans ce livre. C'est-à-dire que l'anglais, c'est un récit qui est un peu par omission, quoi. C'est-à-dire que déjà, tu as un récit où tu sais que la personne, en tout cas, s'il est sur de l'optique de tout dire, d'avoir une parole, d'hommage et de raconter les choses factuellement, d'aller au loin dans ses souvenirs, là, il y a vraiment un trou noir sur Dieter Wisner qui notamment était avec Michael au moment où l'affaire Arvizo explose et que Michael est à Las Vegas pour tourner un clip.
c'est l'éditeur Wisner qui lui apprend la perquisition à Neverland, enfin qui est là à ses côtés. Donc je trouve que déjà, moi ça me semblait un petit peu bancal. Bon après, j'en parlerai plus tard, mais moi j'étais avec Franck pendant 2 jours, je crois, sur Paris quand il est venu pour faire sa promo. Et son attitude était un peu particulière. Mais ça, j'en parlerai un peu après, parce que c'était bien d'abord de parler un peu du bouquin, peut-être, je pense. Non, Greg, Tout à fait. Bah, si vous voulez dire 2 mots sur le livre. Moi, je ne l'ai pas lu, le livre de. Je l'ai lu. En fait, c'est un livre qui cherche à humaniser un peu Michael, dans le sens où il apprend effectivement, il y a une scène où Michael, en gros, fume un pétard. Donc, tu vois, c'est le gros scoop du livre, entre autres, où il raconte aussi comment il a intégré au fur et à mesure l'univers de Michael. Au début, en le voyant petit, quand Michael était sur scène avec ses frères ou pendant le bas de tour. Et au final, comment il devient au fur et à mesure un confident, en fait. Les frères et la sœur Cassio deviennent des amis et des confidents de Michael. Et encore une fois, un cocon familial auprès duquel il se raccroche quand il a des soucis, des problèmes. Et notamment en 93, avec la première affaire Chandler, où il est chez eux, ils sont proches de lui à plusieurs moments de sa vie. Donc, c'est vraiment un livre qui cherche à humaniser ça. Et effectivement, ça raconte aussi un petit peu les problèmes que Michael rencontre avec sa prise de médicaments qui devient un peu hors de contrôle, notamment au début des années 2000. Il raconte la préparation des fameux concerts de 2001 à New York que Michael fait, mais bon, c'est compliqué à mettre en place, notamment le premier soir où Michael n'était vraiment pas dans le truc, et que ça se passe mieux le second soir, la veille du 11 septembre. Il raconte tout ça, ce moment aussi où ils prennent le train ensemble, je crois, pour fuir justement New York après les attaques. Donc on sent vraiment qu'il y a une proximité et il y a un quotidien qui est partagé à un moment donné dans leur vie. Donc c'est ça qui ressort de ce livre-là, et ça permet d'humaniser Michael en retirant cette image de bête de foire largement entretenue par les médias à travers les années, mais aussi par les rumeurs qui ont circulé sur Michael. Et on sait que certaines de ces rumeurs ont été concoctées par lui, son manager, dans les années 80, pour tester un peu la presse. Et ça, je pense que c'était une fausse bonne idée, une de plus. Donc voilà, moi, c'est ce que je retiens de ce bouquin-là. Mais je n'oublie pas qu'effectivement, il y a notamment l'absence de Dieter Wisner, qui devient aussi un personnage très central dans la vie de Michael entre, on va dire, fin des 90, début années 2000. Et ça, ça m'a surpris. Oui, puis c'est un livre surtout qui vient soutenir Michael dans toutes les formes, contre toutes les formes d'accusation qu'on a pu entendre, autant sur ce côté Wako Jacko de la presse, mais aussi sur, bien sûr, les accusations de pédos, etc. Donc c'est vrai que lorsque moi j'ai lu ce livre, et franchement je recommande de le lire parce qu'il apporte des aspects intéressants, on voit bien évidemment que le rôle de Frank Cassio est certainement un peu gonflé, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il est au centre de tout à partir des années 2000, au moment où il travaille pour Michael Jackson. Mais malgré tout, c'est pas mal de petites scènes de la vie et surtout les moments difficiles, y compris l'affaire où Michael montre son enfant au-dessus du balcon, etc. Il y a pas mal d'éléments comme ça où Frank explique l'état émotionnel, les réactions, les difficultés que Michael a pu vivre en étant cette fameuse superstar traquée, etc. Alors que dans la vie de tous les jours, il est présenté par Frank Cassio comme une sorte de mentor auprès duquel il apprend beaucoup sur la spiritualité, sur le business, sur la façon de travailler, et quelqu'un qui lui a toujours donné. Alors, pour compléter ce que disait tout à l'heure Greg, parce que on a cette trahison qui arrive déjà avec les 3 morceaux, il ne faut pas oublier que pendant des années, la famille Cassio va solliciter Michael Jackson. Alors parfois, ils n'ont pas besoin de le faire parce que Michael est quelqu'un de très généreux, mais ils vont le solliciter en termes d'aide financière. On sait par exemple que Michael va aider les parents pour parfois acheter des commerces, etc. Et puis, dans ce livre, on voit bien que Frank va être embauché par Michael. Donc il y a toujours un lien de soutien financier. Il pouvait compter, jusqu'à la mort de Michael, il pouvait compter sur un soutien. Quel que soit ce qui se passait, Michael était prêt à mettre la main à la poche. À part pendant un tout petit moment où Michael laisse sous-entendre que Frank aurait tenté de prendre finalement de l'argent sur son dos et qu'il y aurait eu un moment de froid. Mais finalement, il se rabiboche plus ou moins.
Et il y avait toujours un soutien financier. Là, à partir du moment en 2009 où Michael disparaît, le soutien financier disparaît lui aussi. Et c'est là que ça commence à se compliquer, parce que il semblerait que la carrière de Eddie comme de Frank n'est pas florissante. Et on va voir qu'après le fiasco des 3 chansons, c'est encore pire, parce que désormais est associé au nom Eddie Cassio, ou au nom Cassio, arnaqueur, menteur. Et donc évidemment, quand vous êtes producteur, allez avec ce CV-là pour tenter de trouver du boulot, vous pouvez, vous pouvez aller chercher. C'est sûr. C'est marrant de voir comment à chaque fois qu'il y a des procès ou des demandes autour de Michael, c'est toujours des espèces de retournements de veste molletonnée avec à chaque fois. Il y a une expression qu'utilisent tous les enquêteurs ou les gens qui font des gros papiers ou le FBI, c'est follow the money, suivez l'argent. Et là, dans toutes les affaires, que ce soit d'ailleurs des affaires de plagiat dans les années 80-90, il y en a eu plusieurs, ou des affaires de mœurs comme certaines qui ont eu lieu avec Michael, toujours, on retrouve cette espèce de, tout d'un coup, l'argent n'est plus là, donc on va attaquer pour essayer d'en trouver. Je me rappelle à l'époque où des premiers procès, c'était des employés qui avaient été virés de Neverland, et il y avait un journaliste qui disait, pour 10 000 $, Michael lui touchait l'épaule, et puis pour 20 000, il avait la main dans le slip, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, pour combien tu me donnes, je te donnerai des infos croustillantes. Donc c'est vrai que ça affaiblit beaucoup toutes les attaques qu'il y a eu successives de différents parents ou anciens associés ou anciens employés sur Michael, que ça soit de son vivant ou depuis sa mort. Le grand problème, et je pense que Greg et Richard seront d'accord avec moi, c'est que à partir du moment où on commence à payer, ça ouvre la porte à toutes les autres demandes. Et je crois que là, on a finalement enchaîné beaucoup de gens qui ont cherché à profiter de l'argent durant du vivant de Michael, mais bien sûr, après sa mort, ça continue. Mais ce qui est intéressant ici, là, c'est que il demande à la succession de l'argent, il ne porte pas plainte. Il demande d'abord, il y a toujours une tentative d'abord de régler ça à l'amiable. Au civil, pas au pénal, toujours au civil, non par avocat. Civil, et même avant le civil, c'est-à-dire qu'avant le civil, il commence déjà à s'adresser en disant « si vous nous donnez de l'argent, on dit rien ». Et donc à chaque fois, c'est quand il y a un refus que, bon, bah là, d'accord, il y a un refus, donc on va commencer à jouer et on va essayer de jouer avec la médiatisation de l'affaire. Donc là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà par la succession, par l'estate de Michael, il y a déjà eu acceptation de payer une partie autour, je crois, de 15 millions de dollars répartis sur plusieurs années, je crois, à partir de Ouais, 2019. on va le réexpliquer. On va essayer de réexpliquer un petit peu tout ça en détail pour ceux qui n'ont pas. Ouais, je veux juste ajouter une chose, là, si tu permets, je veux juste ajouter. Bien sûr, vas-y. Je vais rebondir après. Au moment du décès de Michael, bon, le fameux testament, en tout cas le seul qui a été présenté à la justice par John Branca et John McCain, surtout Branca d'ailleurs, en fait, les Cassio ne sont pas dedans. Et eux, j'essaie de me dire, ils ont été proches de Michael pendant plus de 20 ans. Ils ont été dans son quotidien. Lui, il les appelait comme ça seconde famille. Donc, on peut faire un peu un jeu d'esprit, mais je me dis, il devait se dire, bon, on sera dans le testament, on sera dedans, on aura un bout du gâteau. Et je pense qu'on vient toujours, comme là disait Olivier, follow the money. Je pense que ils avaient peut-être pas l'ambition, mais en tout cas la conviction, ou inconsciemment, ils devaient se dire, bon, de toute façon, on aura quelque chose dans le gâteau, on aura une petite part. C'est pas possible qu'on était si proche de lui, qu'on a tout fait pour lui, qu'on n'ait rien. Sauf que, ils n'ont rien. C'est les enfants, sa mère, et puis bon, si les enfants, si Catherine a un problème, c'est Jenna Ross qui prend les enfants. Enfin bon, ils sont vraiment pas dans le truc. Et c'est peut-être là aussi, je pense, quelque part, je n'ai pas une première rupture, mais en tout cas une première déconvenue pour eux. Ils se rendent compte que clairement, ils vont pas faire partie du fameux payroll, la fameuse facturation mensuelle que l'estate effectue pour payer, qui est de droit comme ça, disperser un peu tous les billets qu'il faut à tout le monde. Et je pense que là, ils ont commencé à dire, bon, maintenant, il n'est plus là du tout, donc on va vraiment devoir faire autrement. Et je pense que peut-être que ça, notamment cette absence dans le testament, les a encore plus peut-être motivés à dire, bon, on va faire le coup des chansons, il faut qu'on trouve un levier pour réintégrer le circuit financier, pas de Michael parce qu'il est décédé, mais en tout cas de l'estate, parce que c'est maintenant l'estate qui représente, on va dire, Michael, quoi. Donc je pense que ça, c'est aussi un élément
qu'il faut garder à l'esprit, c'est que comment le testament, en tout cas le testament, le seul qui a été présenté, indique clairement qu'ils ne sont pas du tout bénéficiaires. D'ailleurs, c'est pareil pour les frères et les sœurs de Michael, hein, parce qu'on sait bien que les bénéficiaires, c'est ses enfants et sa mère, et ça on l'espère, aussi les fondations que Michael voulait, à qui il voulait distribuer de l'argent. Ça, on n'est pas sûr que les États reversent. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je pense qu'aussi la découverte du testament a dû être violent pour eux. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est intéressant, je voulais rebondir sur ce que disait Olivier sur cette espèce d'appât du gain. Ce qu'on constate, pardon, c'est que à chaque fois qu'il y a eu une accusation vis-à-vis de Michael, on voit que à chaque fois, ça a été calqué sur le modèle de l'affaire Chandler. À chaque fois, c'est calqué sur le modèle de l'affaire Chandler. Donc, effectivement, on commence par dire il s'est passé des choses, on veut de l'argent, sinon on va diffuser, on va en parler, ce sera un scandale. C'est toujours un peu le mode opératoire. Et donc, on calque toujours sur cette affaire de 93. Il est très important aussi de comprendre que l'affaire de 93 arrive dans un contexte où accuser une star de viol, ça n'existe quasiment pas. On n'est pas du tout dans un contexte où les stars sont accusées, où on est des balances ton porc, des machins, des MeToo, des tout ce que vous voulez. C'est presque quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de neuf, et donc c'est une véritable controverse en 93 pour le public. Et je vais dire presque même aussi en 2003, quand l'affaire Arvizo est lancée. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un contexte extrêmement différent, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on a l'affaire Epstein, enfin l'affaire Epstein qui est encore très d'actualité aujourd'hui. On a l'affaire P. Diddy, on a l'affaire Weinstein. Je ne sais pas si je le dis bien. Mais bon, on a eu les Patrick Poivre d'Arvor, on a eu les Gérard Depardieu, je ne vais pas tous les citer, mais on voit qu'il s'est passé des choses et qu'aujourd'hui, le public est presque éduqué à la manière dont une plainte est déposée, dont on attaque une célébrité pour des sévices aussi violents que levés. Et force est de constater que les modes opératoires sont jamais calqués à ce qu'on a connu avec l'affaire Chandler. On se retrouve jamais dans des contextes où les plaignants sont là à réclamer des sommes d'argent astronomiques en contrepartie d'un quelconque silence ou autre. Je ne dis pas que ça n'existe pas, attention, mais je dis que quand on a des victimes qui se montrent, qui se divulguent, on est vraiment dans une démarche plutôt de vérité et de reconnaissance, du préjudice de la bêtise, quoi. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mon vocabulaire. Et que pour Michael, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on n'est jamais dans des profils de personnes qui seraient. Je prends souvent l'exemple de Macaulay Culkin, voilà, quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui a réussi dans sa vie, qui n'a pas de problème d'argent. On est toujours sur des profils de personnes qui dépendaient de Michael de son vivant, qui n'ont jamais vraiment gagné d'argent en dehors du cercle de Michael et qui aujourd'hui sont toujours dans des situations financières extrêmement critiques. Bien sûr, hein, je vais rentrer dans le détail après des Cassio, on va vous détailler un petit peu plus tard. Mais encore une fois, je voulais reposer ce contexte-là et rebondir sur ce que disait Olivier, parce que on voit que ça se passe, c'est toujours calqué à l'affaire Chandler, mais que ça n'est jamais calqué à toutes les autres affaires qui existent et grâce auxquelles le public est éduqué aujourd'hui. Et ce qui d'ailleurs aujourd'hui favorise un petit peu l'idée que tout ceci n'est qu'une vaste fumisterie, pour ne pas citer certaines personnes. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu en 2019-2020. Donc, contexte Living Neverland. Est-ce que un de vous trois peut nous rappeler ce qui se passe avec les Cassio, du coup? Enfin, avec Franck, plus précisément. Alors, Living Neverland sort, avec le tollé que ça provoque sur l'image de Michael dans travers les médias. Olivier pourra en témoigner parce qu'il était là face à Dan Reed sur le débat sur la chaîne M6 à l'époque. Et en fait, au mois de mars, Franck Cassio défend un peu Michael. Je crois qu'il y a une ou deux déclarations qu'il effectue. Mais c'est quand même très silencieux. Tu parlais tout à l'heure de Macaulay Culkin qui défend Michael, mais qui a toujours défendu Michael, mais il y a aussi des enfants qui n'ont pas eu la gloire de Macaulay Culkin, qui n'ont pas eu cette réussite financière qui peut faire que, voilà, et aussi cette exposition où on peut se dire, forcément, Michael n'aurait pas touché un Macaulay Culkin par rapport à un enfant moins connu. Parce que Brett Barnes, pour prendre ce cas-là, c'est aussi un des gamins que Michael a beaucoup vu. Brett Barnes a toujours défendu Michael, d'autant plus qu'il a été largement diffamé dans les Living Neverland parce qu'ils ont
une fois de plus confondu Brett Barnes avec Jordan Chandler sur les photos. Là, c'est un petit peu dans la technique, voilà, une personne un peu racisée, c'est un peu toutes les mêmes, selon le journaliste, c'est un petit peu le truc, je fais court, mais c'est un peu ça, je vais résumer. Et au final, au mois de juin, on se rend compte qu'il y a un switch total, que les Casio commencent à se retourner contre Michael et donc contre les States. Et c'est là que commencent les fameuses négociations, en tout cas les premiers pourparlers avec les States, avec des histoires de révélations possibles qui peuvent être faites de la part des Casio et autres. Et ça débouche sur un rendez-vous qui est sollicité par les Casio avec les States pour commencer à négocier dans une piscine, en maillot de bain, pour être sûr que personne n'enregistre. Moi, je veux juste avoir la photo de la réunion, en fait. Juste avoir ça. juste avoir un truc en Polaroid, je m'en fous, mais je veux voir John Branca en maillot de bain, en train de prendre des notes, dans le petit bain ou les pieds, on ne sait pas où d'ailleurs. Non, mais bon, donc, on est dans les films, on est dans le Parrain, là, tu vois, là, on est dans les trucs, on est dans les films, on est dans les trucs mafieux. Donc, et puis, en 2020, on débouche sur ce que je pense, encore une fois, est une erreur de l'esthète, mais eux, ils voient tout par le prisme du calcul financier et du temps passé versus ce que ça nous fait dépenser et ce que ça peut nous faire apporter entre-temps. L'esthète accepte de payer une somme, je crois, qui est de plusieurs millions de dollars, je pense 5 ou 6 millions, mais par rapport à la fois, c'est 600 000 $ ou 700 000 $ par enfant Casio sur 4 ou 5 ans. Et donc, ils signent un accord là-dessus. Ils signent un accord qui indique bien que l'esthète dit bien que Michael n'a rien commis de répréhensible et que cet accord, surtout, clôture toute future négociation. Il y aura ça et rien d'autre. Il n'y aura pas d'autre chose. Et ça se fait au moment où l'esthète, encore une fois, met sur rail le projet du biopic qui était compliqué à mener. C'était compliqué même pour à l'époque, du coup, après les Valent, de convaincre des studios. Donc, Graham King et Lionsgate prennent le truc, mais bon, pareil, ça va pas bien. Ça va être compliqué aussi avec eux, mais c'est encore un autre débat. Et au final, les 4 années passent, on arrive, je crois, en 2024, un truc comme ça, et les Casio reviennent à la charge, quoi. Ils remontent au filet, ils disent, finalement, il nous faudrait une petite rallonge de 200 millions, parce que l'hiver va être rude, il faut qu'on achète des pulls. Et c'est là où, en fait, Branca, c'était l'année dernière, je crois, il prend un peu les devants dans une interview qu'il avait accordée, je crois, de mémoire à EPC, et il dénonce ça. Il dénonce que l'esthète a été récemment victime d'une tentative d'extorsion et qu'ils avaient étouffé l'affaire il y a 4-5 ans parce que ça aurait été, selon ses propres termes, dévastateur pour l'image de Michael ou autre. Donc, ils avaient choisi à l'époque de payer pour avancer, encore une fois, sur leur projet. Mais sauf que là, effectivement, le vent commence à tourner. On voyait les Casio revenir au filet pour réclamer plus. Et dans le même temps, on apprend que Frank Casio est criblé de dettes au jeu, qu'il a commencé à disparaître de la circulation, il était plus ou moins joignable, et c'est en fréquentant un modèle OnlyFans, Reine Savante, qu'il est un petit peu pas démasqué, en tout cas on le retrouve sa trace grâce à une modèle de OnlyFans qui accepte de lâcher des infos, savoir où il se trouve et ce qu'il fait. Et donc de là, on arrive maintenant à la situation qu'on connaît actuellement. Donc là, il y a une nouvelle tentative de soutirer de l'argent à Michael suite à l'accord de 2020. C'est Mark Geragos au départ qui est leur avocat. Il faut rappeler que Mark Geragos est le premier avocat de Michael Jackson dans l'affaire de Gavin Arvizo en 2003. Dans l'affaire Arvizo, oui. Finalement, il va se retirer du jeu. Là, je crois que récemment, il a quitté le dossier. Mais bon, pareil, là, on voit que après, l'avocat, il est payé pour faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, lui, on se rend compte que l'éthique, elle est partie en RTT, puis il a pris l'argent pour défendre les Casio. Et donc, on en arrive, après, si jamais il y a des trous, je vous laisserai les compléter, mais on arrive au fait que il y a cette nouvelle tentative d'avoir de l'argent qui est lancée. Et surtout, Frank Casio commence à dire « Ouais, vous comprenez, je suis dyslexique. Quand j'ai lu l'accord en 2020, je n'ai pas bien lu, je n'ai pas fait attention, je ne sais pas ce que j'ai signé, on ne m'a pas expliqué. » Mais il a bien réussi à toucher le chèque, rassure-nous quand même. Je pense que non, parce que ça serait dommage qu'il n'ait pas réussi à le porter à la banque quand même. Je pense qu'il arrive à lire les chiffres dans l'ordre. Il n'est pas dyslexique pour les chiffres, mais par contre, pour les lettres, je pense qu'il aurait été mauvais en jeu télé. Mais en tout cas, ça pourrait dire que il a joué la carte, je sais pas, handicap, dyslexie. Après, voilà, essayer dyslexique, pourquoi pas. Mais
je pense qu'il était quand même assez entouré et conscient de ce qu'il, vu les enjeux de ce qu'il avait signé, quitte à le relire peut-être 10 fois ou le faire lire par quelqu'un. Et là, tout récemment, la semaine dernière, je crois, il y a eu. Donc, en gros, les Cassio voulaient faire annuler l'accord de 2020. Ils allaient rendre l'argent alors. Pardon? Ils allaient rendre l'argent alors, du coup, s'ils annulent l'accord ou non? Très bonne question. Très bonne question. En tout cas, l'accord, ils voulaient le faire annuler, en tout cas, le rendre invalide. Et ce que le juge a refusé. On garde l'argent en dédommagement. Voilà. Un peu ça. Et donc, du coup, ils se sont fait retoquer par le juge qui a dit non, d'accord, je ne vais pas l'annuler. Et puis, en plus, ce que vous demandez à avoir un procès public, non, on fera ça en privé, on fera ça en huis clos. Donc, le procès sera en huis clos et il n'y a pas d'accord annulé. Donc, en fait, pour l'instant, les décisions devant le juge sont en faveur de l'estate. Mais ça n'empêche qu'effectivement, le gros problème, c'est que je pense que l'estate, en payant comme ça, comme ils l'ont fait en 2020, et veulent montrer aux gens, vous avez vu, c'est qu'une histoire d'argent, c'est toujours des sommes d'argent. Mais dans l'esprit d'une partie du public et surtout des médias, c'est toujours vu comme des preuves de culpabilité et à raison. Parce qu'au final, pourquoi payer si on n'a rien à se reprocher? Mais il faut bien comprendre la mentalité. D'ailleurs, Richard, si je peux apporter une petite précision aussi par rapport à ce fameux paiement, en fait, l'existence de ce paiement auprès des Cassio, du coup, a été divulguée, si je ne dis pas de bêtises, 2024, fin 2024, début 2025. Et en fait, c'est à partir de là que Paris Jackson a demandé à ce que John Branca rende des comptes un petit peu sur les dépenses qui sont faites autour du patrimoine et des sociétés de Michael Jackson. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette info, mais les 3 enfants se sont un peu regroupés pour demander une espèce d'audit. Ils se sont réconciliés surtout, parce que Prince et Paris c'était vraiment en froid. Ils se sont réconciliés parce que Prince et Paris c'était en froid, et là on voit qu'on comprend que maintenant ils font front ensemble. Bon, ils ont unfollow beaucoup de membres de la famille, y compris les 3T, ils ne veulent plus entendre parler d'eux, mais ils sont tous les 3 en bloc contre l'estate. Tout à fait. Et en fait, il faut comprendre que ce qui pose sujet sur ce paiement à Franck Cassio, c'est que Branca, finalement, l'a fait un petit peu dans son coin, sans prévenir personne. Il a vraiment pris la décision de son coin. Et c'est un petit peu ce sujet-là aussi qui, forcément, pour le public, peut poser question. Pourquoi il ne s'est pas réuni avec les autres personnes de l'estate pour travailler sur cette négociation. Je mets des grosses guillemets quand j'emploie le mot négociation. Donc voilà, c'est encore un sujet. Et puis, comme on se l'est dit en off, quoi, c'est merde. Ils ont pas appris des erreurs de 93. Pourquoi avoir payé? Alors, pourquoi on le sait? Parce que, comme l'a très bien expliqué Richard, on n'est pas dans une discussion au moment de la négociation. On n'est pas dans une discussion de coupable, pas coupable. La discussion, c'est combien ça va nous coûter si on paye, combien ça va nous coûter si on paye pas. Et c'est le moins qui gagne. Les procès sont longs et coûteux. Voilà. Et qu'en plus, même si l'estate gagne et que le jugement indique que les Cassio doivent rembourser les frais d'avocat, je ne suis pas sûr que les Cassio aient de quoi payer ces frais-là. Donc, il y a aussi une insolvabilité, de toute façon, latente des Cassio, qui fait que l'estate sait très bien qu'ils y seront de leur poche à tous les niveaux. Ça n'excuse pas, je ne dis pas ça pour approuver ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que de toute façon, dans ces cas-là, il faut trouver d'autres leviers où il faut avoir une attitude plus dissuasive pour faire comprendre ces gens-là que c'est fini, c'est pas la fête, c'est pas tous les 15 jours on va avoir une demande de trucs. Mais seulement tout à l'heure, Yann nous a envoyé une vidéo cet après-midi avec un panel d'avocats, de juristes qui expliquait ça. C'est que c'est un système qui finalement, on appelle ça de l'extorsion légalisée en fait. Et l'expression qui était sortie dans la vidéo, c'est que ça en devient un principe d'extorsion légalisée parce qu'on sait très bien que à partir du moment où le schéma de la justice, le schéma juridique, il est comme ça, il est balisé de cette façon-là, oui, tu aboutis tu arrives à récupérer que tu demandes plus ou moins, parce que tu sais bien que par le faisceau de la lenteur et du coût des procédures judiciaires, il vaut mieux payer passer à autre chose que d'avoir un vrai procès. Du coup, au civil, tu prends ce que tu peux prendre, tu te gardes bien, tu te gardes bien d'aller au pénal. D'ailleurs, tu ne vas pas au pénal, tu ne cherches pas à aller au pénal, hein. Comme d'ailleurs, vous n'avez pas voulu aller au pénal au départ, la famille Arvizo. Au début, ils voulaient faire que du civil, les Arvizo. C'est quand c'est arrivé, ils disent non, on va au pénal, on verra le civil après. Ils avaient des boules, hein, les Arvizo, quand ils ont compris qu'ils allaient vraiment aller au procès. Donc, le système aussi permet ça. C'est-à-dire que le système, aujourd'hui, il est conçu, mais ça vaut aussi, ce que je dis ça aux USA, qui est un système très bien précis. Il y a aussi d'autres procédures en France qui sont similaires, où tu comprends que des fois, tu n'as pas intérêt à porter plainte parce que ça peut se retourner contre toi. Je ne veux pas prendre le cas du
du mec à l'appartement qui se retrouve squatté du jour au lendemain par quelqu'un et qui finalement va se retrouver lui condamné parce qu'il aura tenté de faire sortir le gars, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'il y a une matrice judiciaire qui est très lourde et qui ne joue pas forcément en faveur de la personne qui est accusée, loin de là. C'est pour ça que les paiements, je pense aussi, ont eu lieu, mais en termes d'image, surtout par rapport à quelqu'un comme Michael Jackson, ça peut être très dévastateur. Maintenant, la lueur d'espoir que moi j'ai en voyant un peu les commentaires depuis le début de cette affaire-là, c'est que le grand public, il croit de moins en moins. Parce qu'en fait, plus tu t'acharnes comme ça sur un cas précis, surtout sans rien, sans preuve, sans rien, et surtout 25 ans après, et surtout... Et un public éduqué. J'aime bien le préciser, tu vois, aujourd'hui, on a un public éduqué. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu 2 affaires. Comme tu disais très souvent, quand le billet à chercher trouve, ils sont arrivés chez Puff Daddy, bon, c'était la cave d'Alibaba, quoi. Entre les bouteilles d'huile et tout le reste, bon, on se dit, ouais, les gars, on commence par quoi, tu vois. Alors que chez Jackson, ils ont rien trouvé au final. Et ça vaut le cas aussi, ça vaut le coup aussi pour d'autres affaires. Bon, là, l'affaire Epstein, j'en parle même pas, tout ce qui sort comme photo et comme email. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, le fait de payer, les Cassio ont dû se dire, enfin, sans à partir du moment où ils vont payer, les gens vont continuer à croire comme ça. Et moi, je pense que les Cassio ont surtout fait un procès contre Branca, avec qui ils sont en guerre par rapport aux chansons, par rapport à tout ce qu'on a expliqué, plus que contre Michael en lui-même, parce que, il n'est plus là. Mais je pense à la politique de la terre brûlée, à partir du moment où ils ne sont pas dans le testament, qui comprennent qu'ils n'ont pas été la famille forcément préférée de Michael, ils se disent, bon, on va faire la politique de la terre brûlée, on va tout brûler, on s'en fout. Quitte à foutu pour foutu, on brûle tout, puis ça sera comme ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. Oui, et puis le fait que le film sorte, évidemment, donne une caisse de résonance à ce genre de truc, parce que la même affaire, il y a 2-3 ans avant qu'on sache que le film allait sortir, ça aurait peut-être fait quelques news, mais bon, le fait que ça se greffe sur cette énorme actualité d'un film qui coûte 155 millions de dollars, qui va être peut-être le film, en tout cas le biopic le plus attendu de l'année, évidemment, ça fait pas de mal et ça mange pas de pain de rajouter une pièce dans le jukebox pour relancer, pour essayer de soutirer un petit supplément financier pour les Cassio Family. Tout à fait. En fait, la sortie du biopic pour les Cassio, c'est un espèce de levier qui apporte un degré d'urgence à l'estate pour très vite régler cette affaire et en gros obtenir un accord très rapidement. Et finalement, c'est pour ça qu'on avait anticipé il y a longtemps que l'affaire allait tomber sur cette période-là. D'ailleurs, on va vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui est vraiment reproché à Michael et vous allez voir que c'est assez ubuesque. Moi, la première fois que j'avais lu ça, je crois que, je sais plus si tu te souviens, Richard, on en avait commencé à en parler en septembre-octobre. Oui, tu sais, quand on a fait un peu s'interrogeait les sur la question d'en parler ou pas. On savait que ça allait se produire. Ouais, et allez, je vais commencer un peu à vous donner de la visibilité là-dessus. Après, on va pouvoir échanger tous les quatre dessus. Et puis, bien sûr, sur le chat, n'hésitez pas à réagir. Alors, en gros, ce qui a été stipulé dans la plainte, donc pour être large, on a trafic S, on a V, évidemment, abus sur mineurs. Et alors, ce qui a été dit, ce qui a été expliqué par les frères Cassio, c'est que en fait, ils ont tous vécu la même chose, sans savoir que chacun avait vécu ce qu'ils ont vécu. Ils s'étaient pas rendus compte qu'ils s'étaient tous fait manipuler, pris à part dans la chambre avec Michael Jackson et que donc, en gros, ils ne savaient pas que le frère avait été touché, que son frère et que ci, que ça. Et qu'en gros, c'est en discutant, en ayant vu Living Neverland, qu'ils ont compris et qu'ils ont discuté entre eux et qu'ils ont compris que ça leur était arrivé à tous et qu'ils en ont parlé à leur père et que ils ont lancé un petit peu ce process. Alors, je ne sais pas si je suis un peu clair dans mes explications parce que j'ai pas le texte sous les yeux, mais en gros c'est ça. Si vous voulez étoffer un petit peu ce que j'évoque là. Non, mais pour revenir, ce qui est intéressant, pourquoi évidemment l'élément, c'est de dire que le déclencheur psychologique, c'est Living Neverland, et tout à coup, ils ont une réminiscence de ce qu'ils avaient enfoui en eux. C'est un petit peu le même phénomène que les deux accusateurs dans Living Neverland. Hein. C'est de dire que pendant des années, ils ont enfoui ça, et puis tout à coup, ils ont des réminiscences des années après. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils regardent le documentaire Living Neverland et tout à coup, ils se disent mais nous aussi, et ils en parlent entre eux.
Et là où il y a je dirais, une innovation, c'est que leur sœur aussi déclare avoir eu donc les mêmes choses. Et ils en parlent en famille et voilà, c'est la révélation. On a été abusé, on a été drogué, on a été alcoolisé, on a été violé, etc., etc. Bon, je crois que ce qui est assez extraordinaire, comme je disais tout à l'heure, c'est que leur premier réflexe, c'est pas d'aller porter plainte, c'est d'aller quémander une négociation avec les States pour dire faut nous payer. Sinon, on dit tout. Et bien sûr, dans le contexte déjà fragile, parce que je pense qu'Olivier pourra en parler après, mais quand Living Neverland sort, il y a à nouveau cette affaire de paix qui ressort autour de Michael Jackson et les gens y croient. C'est-à-dire que ça fait un scandale. Les gens sont persuadés que ce documentaire et ces deux témoins sont des témoins qui disent la vérité. Et donc, c'est très difficile, y compris pour les fans de Michael Jackson, mais pour les States, parce qu'il y a la menace au-dessus de tout ce qui est cancel. C'est-à-dire, et si on annulait tout de Michael, c'est-à-dire on le passe plus en radio, on le passe plus à la télé, comme on a fait un peu avec R. Kelly, comme on a fait avec certains artistes, en disant puisque c'est un criminel sexuel reconnu, eh bien on le sort, on le cancel de tout. Et donc je pense que l'esthète a eu très très peur par rapport à ces différents projets MJ1 et autres, et a dit les Casio nous menacent, on paye, ça nous coûtera moins cher que si jamais ça s'ajoute à Living Neverland et que du coup on perd de tout derrière. Mais je crois que, en France on a eu ça. Hein. Ce qui est intéressant avec Living Neverland, c'est qu'à l'époque, et bon, quand j'ai fait le débat avec Dan Reed, il l'avait plusieurs fois redit, il était persuadé que ça allait être un déclencheur. C'est-à-dire que pour lui, OK, il n'y a que 2 personnes, mais du coup, tous ces enfants, tous ces dizaines d'enfants qui ont été violés vont venir et témoigner. Et non seulement c'est pas arrivé, mais ça a vraiment été un backfire, puisque justement pendant cet entretien où il y avait Hélène Romano qui était une psychologue, elle expliquait déjà très bien que la grande différence, c'est que contrairement à par exemple des cas en France ou dans d'autres pays où ce que recherchent les victimes, c'est d'être reconnues comme victimes et pas de toucher de l'argent, c'est que là, on est vraiment dans un système américain où on ne cherche pas à une réparation psychologique, on cherche de la thune. Et puis, en l'occurrence, tous ces enfants supposés qui auraient eux aussi été abusés, aucun n'est venu. Au contraire, il y a eu tous ceux dont ils essayaient de dire qu'ils étaient aussi victimes, que ça soit alors Macaulay Culkin ou d'autres moins connus, qui ont tous dit ben non, pas du tout, justement. Donc, et malgré, alors je ne l'ai pas vu, mais il y a eu un deuxième Living Neverland apparemment qui a vraiment floppé. Donc, le gars reste sur ses appuis, mais en même temps, je pense que justement le débat a montré qu'il était très très faible sur plein de sujets. Et notamment, moi, c'était, et ça, la psychologue Hélène Romano l'avait dit aussi, le fait que 2 des parents sur les 3 concernés, c'est-à-dire de Jordan Chandler et des 2, Sefcock et Robson, 2 sur 3 des pères se sont suicidés, dont un qui avait connu des violences quand il était enfant. Ça l'a pas du tout intéressé. C'était pas. Donc, on peut effectivement se demander si, dès le départ, pour ce qui est de Dan Reed, il n'y avait pas une volonté de dire, de toute façon, voilà, j'ai mon sujet et je veux surtout pas en sortir. Et quand on lui dit pendant le débat, mais ça vous intéresse pas, vous n'avez pas été chercher là-dessus, il répond simplement non. Ça le faisait pas vraiment bouger d'un iota. Et encore, il a quand même des moments où il se contredit tout seul parce que moi, je l'ai revu. En fait, je l'ai revu le débat il n'y a pas très longtemps que vous avez fait avec Dan Reed parce que j'avais préparé une vidéo sur Living Neverland il y a 3-4 mois. Et ce qui était intéressant, c'est que au moment où je crois que c'est toi d'ailleurs qui lui avait posé la question de est-ce que vous avez fait des investigations pour chercher de la contradiction et il expliquait que il avait eu tout un processus d'investigation avant de commencer le reportage. Seulement, encore une fois, il n'était pas capable de citer quel processus d'investigation qu'il avait rencontré, qu'il avait interviewé, qu'il avait parlé, pourquoi ça n'a pas été montré dans le documentaire. Et encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on constate quand on a des personnes qui veulent témoigner à charge sur Michael Jackson, c'est l'absence d'arguments concrets. Et c'est affolant de voir à quel point il y a toujours
une absence d'arguments concrets quand on interroge sur la véracité d'une quelconque culpabilité. Et Richard l'a vu ce matin, il y a quelqu'un sur Instagram qui a voulu amener du pseudo-factuel avec un article de Oui, Vanity Fair. Alors moi, j'avais essayé de le débunker, je crois, hier soir ou avant-hier soir. ouais, J'ai vu ce matin que Richard t'avait rebondi un petit peu dessus. Et en fait, encore une fois, on essaie de lui expliquer que ce que expliquait l'article de Vanity Fair, eh ben, il y a rien de concret. Il y a comment les procès-verbales des perquisitions de Neverland ne démontrent pas ce que raconte Vanity Fair. Et quand on propose à cette personne d'aller se renseigner directement sur les déclarations de perquisition, il joue sur la notoriété de la journaliste qui a mis en avant ses arguments, quoi. Et donc, à aucun moment, il est dans le fond du sujet à montrer des photos, des véracités ou des documents factuels. Et on est toujours dans ce schéma-là. Et ce qu'on retrouve, ce que tu as dû retrouver, Olivier, je parle sous tout contrôle, mais ce que tu as dû retrouver un petit peu avec Dan Reed à l'époque. Ah bah oui, parce que en plus, franchement, ce qui est enfin amusant, il faut le dire vite, mais si on veut du concret, il y a quand même un procès en 2005. Et encore une fois, alors on peut dire oui, mais on ne sait pas, 12 chefs d'accusation, 12 acquittements, et surtout le procès peut-être le plus cher de l'histoire de la justice, avec un procureur qui depuis 12 ans voulait sa peau. Donc vraiment avec le FBI et tout. Donc s'il y a... Alors, bien sûr, on pourra toujours dire, il y aura toujours des conspirationnistes qui diront oui, mais tout n'a pas été dit. Mais quand même, à un moment, faut quand même bien voir la réalité factuelle. C'est que quand il y a des accusations aussi graves pour un procès aussi complexe, aussi long, préparé depuis aussi longtemps, et qu'à l'arrivée, ça fait pchit, comme dirait Chirac, c'est peut-être un signe que effectivement, il n'y avait pas tout ce que certains pensaient trouver quand le procès a commencé. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'à l'époque, Living Neverland avait quand même floppé en audience par rapport à ce que M6 en attendait. Bon, le Living Neverland 2, j'en parle même pas, il est passé, je crois, sur Planète Plus Crime à des horaires, voilà, des horaires, quand tu es à l'hosto, tu es malade, tu es en pleine nuit, tu te réveilles, ah tiens, tu tombes dessus, tu vois, c'est un peu les horaires comme ils sont naturels à l'époque. Par contre, Channel 4 a diffusé là le fameux documentaire sur le procès, qui est quand même aussi super biaisé, et qui, contrairement à Living Neverland, veut jouer la carte de on a convoqué les deux parties, l'accusation et la défense, bon. Mais c'est quand même super orienté, super biaisé, et ça a aussi méga floppé en audience. C'était, je crois, une 15 fois pour Channel 4. Mais pareil, ils ont sorti ça à quelques semaines, quelques mois de la sortie du biopic. Et en fait, pour moi, c'est ça, le Living Neverland 2. C'est celui-là qui a tenté d'avoir un impact assez fort au niveau du public en apportant une nouveauté. Parce que finalement, Living Neverland 2, c'était juste la suite de Robson et Safechuck. Tu sais, c'est un petit peu comme Martin à la campagne, Martin et machin. C'est Robson et Safechuck qui galèrent avec leur regard pour savoir ce qui se passe. Et, finalement, tout le monde s'en foutait parce que ça a été débunké 15 000 fois en plus le truc. Et déjà, ça avait floppé à l'époque, donc il n'y avait pas de raison que c'est comme les films. Hein. Le 1 marche bien. Bon, le 2, c'est pas évident que les gens retournent voir le film. Donc, par contre, effectivement, donc c'est intéressant de voir que ça a floppé au niveau du documentaire de Channel 4. Mais par contre, et Olivier et moi, on était un petit peu témoins de ça parce qu'on était récemment interviewés par un média pour un article positif sur Michael, mais je trouvais ça un peu trop beau pour être vrai, tu vois. Et en fait, il y a quelques jours, moi, le mec qui m'appelle, il me dit bon, bah finalement, avec ce qui se passe avec les Casio et Channel 4, on doit annuler l'article pour le magazine, on va faire autre chose et tout. J'ai fait ok, pas de problème, mais bon, gardez bien à l'esprit que l'opinion publique ne va pas dans ce sens-là, d'une part. Enfin, je ne dis pas qu'il faut faire toujours aller dans le sens de l'opinion publique, mais en tout cas en tenir compte. Et que surtout, Channel 4, le documentaire a bien floppé. Alors, je sais que M6 était plus ou moins sur les rails pour l'acheter. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas, parce que bon, ils aiment bien acheter des trucs croustillants contre Jackson, ça on le sait bien. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une petite contamination dans certains médias qui vont être un peu frileux sur le sujet de Jackson à nouveau, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est cyclique et c'est habituel. Mais face à ça, on a quand même, auprès du grand public, par lucidité, mais aussi par des procédés un peu plus biaisés que j'aime pas trop, une rédemption de Michael qui limite à sauver les enfants de Lily Epstein. Mais ça, c'est une théorie avec laquelle je ne souscris pas parce qu'elle est quand même inspirationniste et dangereuse. Je préfère qu'on reste sur les faits. Moi, comme je dis souvent, et c'est ce que j'ai fait dans mon dernier livre, moi, je ne cherche plus à convaincre les gens. Je livre juste les faits. Déjà, livrer les faits et faire comprendre aux gens que tout est documenté, tout est traçable, que les minutes du procès sont consultables en ligne, qu'on peut trouver toute une littérature précise là-dessus, qu'il y a le livre d'Aphrodite Jones, qui au départ était une journaliste contre Jackson, qui finalement s'est rendu compte que c'était le contraire.
pareil, le biographe Ian Alperin, qui avait fait une biographie en 2009 sur Michael, qui, en fait, dans son pitch de départ, il voulait démontrer que Michael était PDF, enfin, voilà, pour l'expression consacrée. Et dans son enquête, il s'est rendu compte que non, en fait. Il s'est dit, ben non, voilà. Moi, j'avais rencontré Linda Dutch, qui était journaliste chez AP, et qui, pareil, avait dit, en fait, au procès, chaque jour, on hallucinait des inepties racontées à la barre par tous les témoins que convoquait Snedden, quoi. C'était la cour des miracles, tu vois, en fait. Donc, voilà, quelque part, malgré tout, le temps fait un peu son œuvre, et je pense que les gens, et surtout aussi une nouvelle génération de personnes découvrent ça et essaient de mieux analyser les choses et d'avoir une prise de hauteur. Donc, c'est ça, moi, qui donne un peu d'espoir aujourd'hui. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant de développer un petit peu l'accueil de cette nouvelle. Alors, encore une fois, c'est une nouvelle qui arrive en pleine promotion du biopic à venir, biopic qui sort dans 1 mois et demi maintenant. Donc, on a un constat qui est assez flagrant, que Richard a commencé un peu à évoquer, c'est que on voit bien que les médias sont toujours centralisés sur cette notion de dire, tiens, on va y aller, on va dire du mal de Michael parce que ça, c'est vendeur, ça va faire du clic, les gens vont réagir, etc. Et finalement, le constat qu'on fait, c'est que ce soit parmi les commentaires des articles, que ce soit sur même les retours que vous nous faites en privé, donc les gens qui s'interrogent un petit peu sur l'affaire et tout ça, eh ben, on constate très vite que les gens ont compris le poteau rose, que les gens ont compris qu'il y avait toujours cette démarche de la part du gain, et on en revient toujours un peu à ces commentaires-là. Et ce qui, moi, pour le coup, me fait extrêmement plaisir de voir finalement que même un public moins averti que nous pouvons l'être disent, bah, de toute façon, voilà, on a bien compris que maintenant c'était pour l'argent, laissez Michael Jackson tranquille. Et puis, c'est intéressant parce que, comme l'a évoqué Yann et Richard, on tombe en plein dossier Epstein révélé. On essaye d'associer Michael Jackson à cette étiquette de sauveur des enfants Epstein. Bon, moi non plus, j'adhère pas du Alors, au tout à départ, on n'oublie pas qu'on a voulu théorie. le faire mettre dans les dossiers Epstein avec 2 photos, une avec de Oui, Michael Epstein en train de visiter, c'est vrai. et celle avec Diana Ross et Bill Clinton dans un gala démocrate. Une photo a été prise par Jonathan Alexei, le photographe officiel de Michael. D'ailleurs, elle est chez Getty, elle coûte les yeux de la tête. Parce que je peux vous dire qu'on écoute les photos, c'est exorbitant pour ce que c'est en plus. Et qu'on a fouté les images, les photos, on a fouté les visages des enfants de Les Michael enfants, ouais. et de Diana Ross en faisant penser que c'était des victimes. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, on a eu cet épisode-là, mais après, on a cet épisode où le monde doit des excuses à Michael Jackson, il a sauvé les enfants de l'île d'Epstein et tout ça. Bon, encore une fois, ça, malheureusement, j'aimerais que ce soit vrai, j'aimerais pouvoir vous dire oui, exactement, Michael a fait ça, mais bon, c'est pas le cas. Mais donc, ils arrivent au moment où justement, beaucoup de personnes veulent accoler cette étiquette de sauveur à Michael. Et ce qui fait qu'un petit peu la maillot prend pas vis-à-vis du public. Et comme Richard l'a très bien dit, on a ce premier documentaire en 4 épisodes à charge contre Michael qui prend pas. On a cette accusation des Cassios où on comprend le poteau rose parce qu'encore une fois, on arrive sur un mode opératoire qu'on connaît depuis 93 et qu'en plus de ça, euh, heureusement pour nous finalement, l'escroquerie de 2010 sur l'album Michael appuie fortement sur la décrédibilisation des accusateurs. Donc, quand on fait le bilan, encore une fois, la seule chose finalement qui va contre Michael Jackson, c'est le nombre d'accusés. Parce qu'on était à 4 accusateurs, maintenant on passe de 4 à 8 accusateurs. 8 peut paraître gros finalement comme chiffre, mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est rien proportionnellement au nombre de victimes qui existeraient si Michael était un criminel. Et en plus de ça, il n'est rien comparé, encore une fois, au nombre de personnes qui défendent Michael Jackson et qui ont eu le courage de dire à la télé, mais les policiers nous poussaient à avouer des choses qui n'existaient pas. Tu as fait une vidéo là-dessus. Tu as fait une vidéo où tu listais un peu les Ouais, ouais, bah avec ton aide, d'ailleurs, tu m'as aidé à recenser un petit peu les personnes pour faire ce short qui est d'ailleurs toujours dispo sur les réseaux. Mais je sais plus où j'en étais du coup.
Tu vas couper, je sais plus où j'en étais. Oui, donc. Non, mais tu disais qu'il y avait il y avait plus de défendeurs finalement, d'enfants qui ont côtoyé Tout à Michael qui le fait. défendent que d'accusateurs. Tout à fait, tout à fait. Et ces enfants-là sont invisibilisés. Et oui, donc je disais que vous avez à dispo que ce soit l'interview de Macaulay Culkin, l'interview de Corey Feldman ou l'interview Brett Barnes. de Aaron Carter. Parce Aaron que Brett Carter. Barnes, je Aaron pense pas. Carter et aussi, alors, une autre mesure, Ron Newt, qui était le producteur du groupe Neutrons. Mais bon, Aaron Carter, effectivement, du groupe No Authority, de mémoire, Ouais. qui avait expliqué comment sa mère avait été entourée de mecs du FBI, enfin, en tout cas des flics, et qui avait dit à son fils, bon, maintenant, raconte-leur et tout, ce que Michael t'a fait. Et Aaron lui fait, mais attends, maman, qu'est-ce que tu veux me faire dire? Ce serait bien qu'il ne s'est jamais rien passé, quoi. Donc, c'est-à-dire que ce sont aussi des enfants qui sont aussi sous une emprise de certains de leurs parents. En fait, on parle souvent des enfants qui accusent, mais d'ailleurs, il y a aussi beaucoup des parents et une mécanique parentale, j'ai envie de dire, qui se met en marche de parents on l'a vu avec le père de Jordan Chandler, Evan Chandler, qui sont assez cupides, qui ont une avidité assez aiguë, on va dire, et qui cherchent aussi à utiliser leurs enfants pour arriver à leur fin. On n'a jamais eu finalement d'enfants en leur nom propre qui ont accusé Michael Jackson. On est toujours tombé finalement, comme tu dis, soit sur des parents, soit sur des enfants devenus adultes qui sont dans une situation financière extrêmement compliquée et donc qui explique un petit peu le mobile de telles accusations. Mais encore une fois, je le dis, on constate que les personnes qui ont côtoyé Michael Jackson enfant et qui ont aujourd'hui une vie équilibrée, qui n'ont pas besoin de passer par cette étape-là pour se sortir d'une merde dans laquelle ils se sont mis financièrement, n'attaquent pas Michael Jackson. Et même, tu vois, Richard, tu parles de l'interview avec Aaron Carter qui parle de ce que sa mère dit. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman, quoi? Et Corey Feldman, c'était pareil. Il disait, mais moi, si vous voulez, je vais vous donner des noms. Je vais vous en donner des noms de Lui, il avait gens été qui, victime d'abus, ouais, justement. qui ont été agresseurs. Ouais, il a été victime effectivement d'agression et pas de Michael Jackson. Il disait, moi, je peux vous donner des noms. Et à chaque fois, il revenait, non, non, mais les autres, on s'en fout. Nous, c'est Jackson qu'on veut, quoi. Très grand guitariste, Corey Feldman. Bon, ça, c'est une blague. Si vous avez vu les vidéos de Corey Feldman qui joue de la guitare, je vous conseille vivement. Moi, je l'adore toujours dans les Goonies. Je l'adore la guitare. Moi, la guitare, c'est ma nouvelle passion avec Corey Feldman. C'est les solos de Corey Feldman. Enfin voilà, donc si vous voulez, on est toujours un petit peu sur ce même mode opératoire. Donc le chiffre peut faire peur. Voilà, 4 accusateurs, ça peut faire peur. Je peux comprendre. Le fait que ce soit les Casio, encore une fois, ça bouscule énormément parce que on se dit, bon, bah, si même les Casio, à qui le tour? Là, je voyais un petit peu dans le chat, vous disiez, mais imaginez un jour que Macaulay Culkin se retourne contre Michael. Mais moi, je l'envisage même pas parce que pour moi, ça n'arrivera jamais. Mais je comprends que ce soit déroutant pour vous, que ça puisse être déroutant pour le public aussi. Et puis, évidemment, bah, ça alimente les dires des haters qui n'ont pas forcément plus d'arguments à nous dénicher. Moi, pour l'instant, j'ai pas vu de live qui pouvait nous exposer des faits un peu compliqués sur Michael. Et encore une fois, on voit qu'on en est toujours au même point. Parce que tu dis 4 accusateurs, il faut savoir que dedans, il y a donc la fille Cassio. Ce qui est intéressant avec Richard, c'est qu'on a creusé un petit peu, on a découvert qu'elle était en couple avec James Porter, qui est celui qui a travaillé avec Eddie Cassio sur les fameuses chansons. Donc c'est assez intéressant de voir que il y a un lien là, encore une fois, avec les fameuses fausses chansons. Et encore une fois, des gens qui n'ont plus l'argent qui aurait dû tomber, la fameuse manne financière qui aurait dû tomber de ces chansons-là, et qui se retournent, non pas contre Michael Jackson, mais contre l'estate, contre la Michael Jackson Company, et qui, à mon avis, ont été persuadés qu'après un premier arrangement, ils auraient un rallonge. Même si au départ, ils ont donné un chiffre dingue de plus de 200 millions, je crois qu'ils espéraient sans doute un chiffre en dessous. Et puis Marc Geragos est arrivé, l'avocat, pour dire, bon, finalement, on va demander 44, c'est plus sain. Mais là, l'estate était en mode, c'est terminé, le porte-monnaie est fermé. Et c'est là où ils ont essayé de jouer sur, puisque c'est ça, s'il n'y a pas d'accord, on va aller porter ça en public.
Sauf que là, le problème, et je pense qu'il n'y a pas que l'affaire des chansons qui jouent dans l'esprit du public, c'est qu'on sait qu'ils ont déjà accepté de l'argent dans un premier accord. Et que dans ce premier accord, il y avait un article, l'article 20, si je ne m'abuse pas, qui dit « Vous ne pouvez plus nous attaquer pour ça ». C'est un article de confidentialité, etc. Et donc, ils ont violé déjà cet article-là. C'est d'ailleurs pour ça que le tribunal a tranché en la faveur de l'esthète en disant il n'y aura pas de débat public, ce sera tranché par un arbitre en privé. Donc déjà, là, ils ont toutes leurs menaces qui pèsent de dire à l'esthète, attention, ça va tomber dans le public, vous feriez mieux de faire un petit accord à nouveau avec nous. Là, ça se dégonfle progressivement, et on voit bien que l'esthète, sur ce coup-là, l'esthète a décidé de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au bout, y compris de déclarer « Nous sommes victimes d'une tentative d'extorsion, nous avons déjà été victimes d'une première tentative, et maintenant c'est une deuxième ». Et là, je crois que ça passe plus au niveau du public, parce que au départ, ils ont déjà gagné, je crois que c'est une dizaine de millions de dollars sur 5 ans, et là, ils en réclament 200, puis finalement 44. Là, je pense que le public, quand il lit ça, il dit « Bon, ben, on a compris, ça n'est qu'une affaire. » 244 une fois, 244 deux fois. Ah, j'ai 250 à ma droite, monsieur Cassio. C'est ça. Donc, à la fin, quand le public lit un petit peu les aventures comme ça de leur demande, bon, bah, tout ça, c'est monnaie, comme disait Jackson. Et c'est difficile, après avoir entendu des gens qui, pendant autant d'années, ont défendu Michael, ont été dans les plateaux télé pour dire « il n'a rien fait », ont été dans les tribunaux pour dire « il n'a rien fait », ont écrit un bouquin pour défendre Michael, et puis du jour au lendemain, un premier accord financier, et puis là, ils réclament une rallonge. Ça devient très difficile. J'avais envoyé à Richard et à toi, Greg, ce matin, une vidéo en anglais qui montrait des juristes un petit peu débattre sur ce sujet, et qui C'est pour ça que je disaient n'ai pas tout regardé d'ailleurs. la défense a toute facilité de démontrer que là, il y a une volonté d'extorsion, certes légale, mais qu'il y a une volonté de mettre la pression sur l'esthète, sur la compagnie Michael Jackson, pour dire, allez, mettez une petite rallonge, mais que là, ils ont tout loisir de dire, non, c'est de l'extorsion, on paye rien, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce terme d'extorsion, ce qui est amusant, c'était un témoignage que j'ai découvert sur Internet de quelqu'un qui avait eu accès, alors évidemment tout ça est à vérifier, mais qui a eu accès à une première version du scénario du film, et un peu à la manière du biopic sur James Brown, qui commençait avec, vous vous souvenez, cette histoire où James Brown, sous PCP, arrive avec un flingue dans un salon où il y a une convention d'assureurs et tire dans le plafond pour évacuer le problème, et il y aurait eu une des versions du film où le film commencerait avec justement la tentative d'extorsion des parents de Jordan Chandler, avec John Branca qui dit on n'a pas de problème avec les enfants, mais par contre il y a des adultes qui arrivent et qui eux sont cupides et qui vont vouloir, donc pour un petit peu désamorcer le sujet dès le début. Ça n'a pas été retenu pour une raison simple, c'est que l'arrangement avec Jordan Chandler, enfin les parents en tout cas, était justement qu'il y ait un gag order, c'est-à-dire l'interdiction d'en parler. Ce qui d'ailleurs est assez étonnant de voir que Branca aurait attendu que les scènes soient tournées pour dire « Ah mais non, en fait, on ne peut pas les mettre parce que dans l'arrangement, on n'a pas le droit d'en parler. » Mais bon, c'est intéressant de voir que ce n'est pas un sujet qui faisait peur a priori au Jackson Estate, dans le sens où ils étaient très fermes sur le fait que c'était pour eux de l'extorsion et rien d'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces gag orders sur l'affaire Chandler, mais il n'y a pas sur l'affaire Arvizo, parce que le procès ayant eu lieu et bon, étant public et autres, ils auraient aussi pu commencer, imaginons le biopic, avec le moment où il est acquitté ou le moment où il se fait arrêter. Enfin, tu vois, un moment comme ça un peu... Sauf que comme il semblerait que le film soit sur la première partie et qu'ils envisagent une deuxième, Jordan Chandler rentrait dans la timeline de ce premier épisode, si on a un deuxième, et le procès, ça sera peut-être pour la suite. Mais enfin, moi, je préfère en tout cas voir un film où on va parler de bad, de thriller, et de choses un peu plus musicales que tout ce marigot financier. Ah oui, malheureusement, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Yann et à Greg, c'est que aussi, finalement, malheureusement, Michael a créé et entretenu cet écosystème de gens toxiques autour de lui. Eh oui. C'est facile de dire ça et c'est très compliqué de savoir comment on aurait chacun d'entre nous réagi face à un environnement comme ça. Mais les faits sont là, c'est qu'il s'est quand même entouré de personnes dans sa vie privée, de personnes qui se sont avérées être très toxiques. On peut vraiment compter sur les doigts de la main les gens qui ont été, on va dire,
comment dire, irréprochable. Et je parle aussi de collaborateurs qui, des fois, monnaient des dédicaces, des machins hors de prix, sous prétexte qu'ils ont travaillé avec lui, ou qui te font des impressions, parce qu'ils ont fait pendant 10 ans ces photos officielles sur le bateau ou autre. Ils vont te monnayer une impression photo X centaines d'euros, sous prétexte que. Donc, il y a aussi tout un écosystème de gens, voilà, que je trouve toxique à plein de niveaux. Et malheureusement, il a un peu entretenu ça pour des bonnes et mauvaises raisons. Je pense que sur le moment, c'était des gens qui lui ont apporté un soutien et un confort émotionnel qu'il n'a pas pu trouver ailleurs. Mais je dis ça, mais sa famille aussi était toxique au final. C'est aussi le problème de Michael, c'est que ça. à partir du moment où sa famille, dès le départ, était aussi toxique et que, si on rappelle un petit peu la fratrie des Jackson 5, des Jacksons, c'est que ce sont des enfants qui ont été très peu aussi sociabilisés, qui, dès le départ, restaient à la maison, ou en tout cas que les parents faisaient attention à ne pas laisser traîner dehors. Donc, ce sont entre eux sociabilisés avec des luttes fratricides assez fortes, des guerres d'ego entre eux. Le reste n'a pas suivi. Et Michael, je pense, a pensé avoir de bonne foi trouver un équilibre, ou en tout cas un réconfort émotionnel avec ses familles de substitution, j'ai envie de dire. Comme il a trouvé en Quincy un père de substitution, comme il a pu trouver aussi en Berry Gordy un mentor, des choses comme ça. Sauf que, bon, là, pour le coup, les Cassius, c'est quand même, je pense, la plus grosse trahison de l'entourage qu'il a pu avoir, parce que Dieu sait que s'il a pu déclarer et dire et faire comprendre que c'était vraiment sa seconde famille, quoi. Et une famille comme ça, comme on dit souvent, pas besoin d'ennemis quand on a des amis comme ça, quoi. Je sais pas, il y a une phrase comme ça. J'aimerais réagir là. J'ai vu une citation là disant bon, ok, ceux qui attaquent Michael sont des escrocs notoires, opportunistes, mais ça n'innocente pas Michael. Alors, je crois qu'à partir du moment où on a quand même eu un procès qui a été fait en 2005 et qui a innocenté, je crois qu'il y avait 14 chefs d'accusation, et qui a démontré point par point à quel point l'accusation et les témoins de l'accusation n'étaient pas fiables et voire étaient mensongers, on a quand même ici, à chaque fois, comme on l'a dit depuis le début, peu d'accusateurs, beaucoup plus d'enfants qui défendent Michael, qui ont connu Michael, qui le défendent, et à chaque fois, étonnamment, ceux qui l'accusent sont des gens qui ont un intérêt financier. Alors, bien sûr, on peut toujours dire que on peut être victime et avoir envie d'avoir de l'argent, mais à un moment donné, quand les seuls qui accusent Michael sont des gens qui ont un intérêt financier et qui mentent, ça devient compliqué de considérer que Michael est coupable. Donc, on peut toujours se dire que dans ces gens qui sont des escrocs, il y a peut-être quand même quelqu'un qui a vraiment été victime. Alors, pourquoi ces gens-là ne vont jamais au pénal? Pourquoi ces gens-là, le premier réflexe, c'est d'aller prendre un avocat et de négocier tout de suite un arrangement financier? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Et là, This is America. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Bon, ouais. Mais on est clair que je crois que dans bien d'autres cas, notamment de crimes sexuels, eh bien, les gens portent plainte. Et bien sûr qu'ils auront droit à une rétribution, certes, mais d'abord, ils portent plainte et progressivement, les choses se mettent en place. Là, comme par hasard, c'est pas le cas. Et ils ont face à eux des gens qui, au contraire, comme Macaulay Culkin, d'autres, Corey Feldman, etc. Brett Barnes. Brett Barnes, d'ailleurs, je crois qu'il a encore tweeté. Il a envoyé un message en disant « Ma conscience est claire ». C'est important de rappeler que les enfants pas connus qui le défendent, puisque les enfants non connus, on pourrait se dire, bon, Michael n'aurait pas osé aller, tu vois, faire quelque chose avec un enfant connu, tu vois. Mais même les enfants inconnus du grand public continuent à le défendre. C'est ça. Donc, à un moment donné, y compris des gens qui l'ont accusé, qui, lorsqu'ils passent en procès, disent « Bon, en fait, j'ai fait ça, c'est ce qu'on disait avec Olivier en début d'émission, j'ai dit ça parce que j'étais payé par un journal. Et au plus ils augmentaient la somme, au plus, au final, j'ai témoigné sur des choses graves. Mais en réalité, j'ai jamais rien vu. » C'est la mère, notamment, d'un des accusateurs, Jason Franchia, qui était un accusateur, qui a obtenu, lui, un arrangement financier, mais la mère Branca a
a clairement dit avoir vu Michael avec, je crois, Wade Robson sous la douche, ou je ne sais plus qui. Et au final, Brad elle a Barnes, dit non. qu'elle l'a vu avec Brad Barnes. Brad Elle Barnes, avait pardon. dit. Et au final, au procès, elle dit en réalité, je l'ai vu avec personne, j'ai juste espionné un peu sous la douche, mais j'ai vu personne, c'est juste parce que j'ai été payé 10 000 $ pour le dire par hard copy. Et Donc, elle a voyez, changé sa version. En plus, pardon Yann, je te coupe 30 secondes. Elle a, allez-y. elle a eu des versions différentes selon le magazine qu'il a interviewé et selon le montant du chèque. Et ça a été presque avoué à demi-mot que selon le montant, elle modifiait un petit peu sa version et qu'à chaque fois c'était plus et que c'est ça qui n'allait pas non plus. Et en Je fait, te laisse. apparemment, elle a aussi été accusée d'avoir volé des objets personnels Oui, de Michael, tu vois, par-ci par-là, quand on déménage, tiens, je te prends un truc, un gant, un stylo, enfin bref. Donc là aussi, on est sur un profil quand même qui n'est pas clean, qui n'est pas irréprochable. Comme la mère Arvizo a été condamnée pour parjure et d'avoir détourné de l'argent de l'aide sociale. Donc, ce que les médias se sont bien gardés de rappeler aussi. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon. Ben moi, les amis, je vais devoir vous laisser. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que donc, j'ai vu que vous avez montré la couve, mais donc je ressors Pop Life, une nouvelle version. Richard, Ce nous sera serons peut-être pas ensemble celle-là. dans les bacs Ouais. au moment de la sortie du biopic. Et puis surtout, moi, juste pour terminer sur une note musicale, ce biopic dont on a dit les pires choses, dont on a craint le pire pendant des mois, même des années, de ce qu'on voit, parce qu'on a vu que deux bandes annonces, ça a quand même l'air plutôt intéressant. Donc, j'espère qu'on sera nombreux à aller le voir et surtout, j'espère que ça sera à la hauteur des espoirs énormes mis dessus. Mais j'ai confiance en Jafar qui, j'espère, saura tenir son rang dans le rôle de Michael. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de débat et je vous dis à bientôt, les amis. Merci de l'invitation, Merci, Franck. Merci, Olivier. Richard. Et merci à tous. Merci Ciao. beaucoup Olivier d'être passé. À bientôt. À bientôt. Voilà. J'arrive. Ah, t'es toujours avec nous. Ah, c'est bon. Ça a bugué, je crois. Hop. Ouais. C'était Alors, très sympathique d'avoir Olivier Cachin avec nous. Ouais, un grand merci à lui d'être venu nous apporter son œil. Donc ouais, son livre Pop Life qui est réédité avec une mise à jour, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si ce sera cette couverture-là. Non, ce sera une autre. Je crois, ce sera une autre couverture à mon avis. Mais à l'époque, première édition, c'était celle-là. Ces photos de Michael habillé, je pense que c'est le concert du Brunei où il est au début du concert là, avec la veste de Jam. Et dans la même lignée, il avait sorti ça, si vous vous souvenez, Olivier aussi. Avec un DVD Moonwalker dedans. Ouais, voilà. Attends, je vais le mettre en grand parce que. Tiens, vas-y, tu peux le montrer. Voilà. Celui-là, si vous arrivez, vous pouvez encore peut-être le trouver avec notamment le DVD de Moonwalker à l'intérieur. Et puis la première édition de Pop Life, si vous ne l'avez pas, ça va être réédité. Donc voilà, c'était un bouquin très intéressant. Pas hésiter à le lire, je le recommande volontiers. Voilà. Donc là, il sort une version agrémentée avec un chapitre qui couvre. En fait, ce livre, il avait préparé en 2009 à l'approche des. En fait, à l'époque, le tout début de ça, c'était pour les 30 ans d'Off the Wall, qu'il avait commencé à faire ce bouquin-là. Et ça s'est transformé en livre qui est sorti dans la foulée, peu de temps après le décès de Michael. Donc, avec une grosse pression pour le terminer. Et là, il en fait une version agrémentée qui couvre la partie posthume, en fait, qui explique le procès à EG, le procès du docteur, les bénévolantes, les chansons fake, enfin, tout ce qui s'est passé plus ou moins, le rachat de Sony ATV par Sony, enfin ce qui restait de Michael à Sony ATV. Donc ça va être ça en fait, c'est un complément. Donc ce qui est bien parce que ça permettra de balayer et d'aller au-delà de 2009. Ouais. Et voilà, ça restera autre. Voilà, c'est un autre type de livre qui est aussi intéressant de consulter. En tout cas, sur l'affaire Cassio, je crois que Olivier semblait partager un peu notre point de vue. Je ne crois pas que. Tout à fait. Je n'ai pas senti de doute dans ses propos. Ouais. De toute façon, j'ai envie de vous dire, au-delà de nos convictions personnelles et de notre foi, les faits nous amènent à cette convergence qui, une fois de plus, démontre
que Michael Jackson ne peut pas avoir fait ce qu'on lui reproche. Déjà, encore une fois, dans la démarche. Je crois que Michael Jackson, ça doit être le seul humain sur Terre qui est encore attaqué 17 ans après sa mort, quoi. Oui, parce Je crois pas. on a eu un cas en France un peu comme ça, similaire, c'était Yves Montand, avec une histoire de paternité C'est vrai, tout à fait. Oui. C'était parti exhumer son corps, enfin, tu vois, c'était plusieurs années après son décès. Donc, c'était un cas assez rare comme ça, où on s'est dit, ouais, quand même, c'est compliqué de voir une personne qui est décédée aussi longtemps et de tenter de faire un test de paternité aussi longtemps après, tu vois. Il y avait aussi le cas de Claude François qui avait eu une fille, je crois qu'il était en Belgique. Exact. Il n'a pas eu la même chose. Mais c'est vrai que Michael, c'est un peu, je ne sais plus à qui j'ai raconté ça, c'est qu'en fait, il n'est plus là depuis 17 ans, il est mort depuis 17 ans, mais tu as l'impression qu'il est toujours là à représenter quelque chose de physique et de tangible aux gens pour s'accrocher à lui et d'avoir un bout de lui. Ce qui est assez déraisonné comme mode de pensée, parce que finalement, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il n'est plus là, maintenant il reste que les avocats. Mais après, c'est là où moi, j'en arrive à ma théorie, où je pense que les Cassos sont surtout en guerre contre Branca par rapport à ce qui s'est passé, parce que en fait, au début, Branca les a appuyés pour sortir les chansons de Cassio contre l'avis de John McClane, ça aussi, il faut le rappeler. Et finalement, bon, ben, ils se sont fait prendre, en fait, ils se sont créés aussi leur piège, tu vois, les Branca et compagnie. En faisant ce pacte avec le diable, ben, ils ont mis le pied dans un engrenage qui s'est enchaîné, qui est allé de plus en plus loin. Et maintenant, pour s'en sortir, ben, ils en sont au point d'avoir ces discussions devant le juge qui auraient pu être évitées. En fait, tout ça, ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être en mode, à la limite, si Branca avait dit, bon, écoute, je comprends que tu as été un peu manager de Michael à l'époque, machin bidule, je vais te mettre sur des projets, je vais te mettre en consultant, là, là. Comme il a fait avec Jackie. Jackie était consultant sur 2-3 projets pour les States. Voilà, il a pris son chèque. Après, il a lancé sa marque. Cela dit, n'oublions pas aussi que ça a été un petit peu le problème de Wade Robson. Wade Robson qui a voulu, il espérait être sur tous les projets, type MJ1, etc. Et finalement, toujours le même profil. Il n'a pas été retenu, et donc il s'est retourné à voilà. Il y a un rumeur qui dit que Wade Robson aurait refusé au final de faire le truc. Mais moi, je n'ai pas compris ça à l'époque. J'ai bien compris que c'était Branca qui avait dit non, écoute, on va prendre Jimmy King et puis merde, enfin, et puis basta, quoi. Tu vois, donc si tu veux, on est toujours sur des profils de personnes qui. Alors, le cas de James F. Chuck, il est un petit peu différent parce qu'il avait l'air d'avoir un boulot, d'avoir une famille, d'avoir un truc, bon, plutôt stable. Mais peut-être que apparemment, financièrement, c'était pas trop la panacée. Il a quand même pris le même train que Wade Robson. Enfin, il a rejoint Wade Robson. Je crois qu'il est arrivé en second. Mais en tout cas, on est toujours sur des profils des personnes. On en a parlé, je crois, tous les trois un petit peu en off. C'est qu'à un moment donné, ils ont compris qu'ils n'étaient pas les préférés de Michael. Tu vois, c'est un peu le syndrome de l'exclusivité. Du moment où ils disent ah bah tiens, je me rends compte que je n'étais pas le chouchou, je n'étais pas le machin. Donc, une espèce de haine qui se développe entre eux. Ce qui était le cas aussi d'Arvizo, qui avait déclaré au procès. Oui, du jour au lendemain, voilà. Et du coup, ça a été mis en avant. Une espèce de haine en mode politique de la terre brûlée, encore une fois. Si c'est comme ça, si moi je n'ai rien, pourquoi d'autres auraient? Donc, je veux que personne n'ait rien. Donc, je vais tout casser. C'est un peu l'enfant colérique, toi, qui casse tout. Ouais, tout à fait. Et qui se dit, voilà, si c'est comme ça, je casse tous les jouets, comme ça, personne ne jouera. Ok, bon, bah, tout à fait. Je sais pas, est-ce que vous avez vu, c'est un film danois avec. Merde, je sais plus le nom de l'acteur. Mikkelsen. Non, Jack Nicholson? Non, Mads Mikkelsen. Tu sais, c'est un acteur danois qui s'appelait La Chasse. Je sais pas si ça vous parle. Je connais que des noms de Meubliquet, moi, en Galax. Bon, alors, pour vous pitcher un peu le truc, dans le film La Chasse, ce film est incroyable, je vous le conseille fortement. Et sur le chat, en fait, c'est un homme qui est accusé de V par une petite fille de 5 ans qui s'avère être la fille de son meilleur ami. Et en fait, alors nous, en tant que spectateurs, dès le début, on sait que la petite ment. On sait que la petite ment, on sait qu'il est innocent. Et si tu veux, le mensonge part du fait justement qu'elle n'a pas cette exclusivité avec lui et qu'il s'occupe d'elle comme il s'occupe de n'importe quel autre enfant. Et donc de là, elle se crée une espèce de frustration et elle se met à l'accuser d'avoir eu des gestes malsains. Et si tu veux, tout l'objet du film, ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est que tout l'objet, ça va être le doute que ça crée et qu'on passe d'un mec bien, d'un petit village qui est aimé de tout le monde et qui va être détesté du jour au lendemain. On va aller tuer son chien et tout ça. Donc, on ne laisse aucune place au doute. Et si vous voulez, même au déroulé du film où la petite va avouer qu'elle a menti,
on comprend que le doute continue d'exister malgré les aveux de la gamine. Tu connais la phrase calmer, il restera toujours quelque Il chose. restera toujours. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Voilà. Donc c'est ça le Alors, truc, c'est le vrai vice du truc en fait. donc le film s'appelle La Chasse, je vous le conseille fortement, c'est vraiment super. Parce que ce qui est important, c'est tout le déroulé autour de ça, hein. Ouais, c'est C'est important, c'est vraiment intéressant. génial et en fait, j'y pensais parce que on en revient toujours. C'est vrai qu'on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi un enfant, et là je parle d'un enfant parce que là on est dans le cadre d'adultes quand même, mais pourquoi un enfant mentirait et serait capable de mentir sur quelque chose d'aussi grave. Et effectivement, on en revient toujours à cette frustration de la non-exclusivité. Ça part d'une frustration émotionnelle et le problème, c'est que généralement, quand tu as des enfants ou des adultes qui partent dans ce mensonge-là, ce mensonge devient leur réalité. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. À aucun moment, on aura un Safe Chuck ou un Hobson qui dira bon bah je fais amende honorable, j'avoue tout, il s'est rien passé. C'est devenu leur vérité aujourd'hui. Je ne vais pas faire le psychologue de café, mais tu sais, il y a aussi une part de narcissisme là-dedans, ça s'appelle les pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'eux, ils s'ancrent, il faut que les choses correspondent à leur réalité. Donc, à partir du moment, c'est même plus trop après tant de questions de personnes qui va les contredire, c'est question de comment ils maintiennent leur vérité, leur façon de voir les choses. Donc, si des mecs comme ça, comme Robson ou autres, sont persuadés de leur truc, ou en tout cas se disent c'est ma vérité et c'est ce que je veux défendre, donc ils vont avoir du coup une attitude comme ils l'ont eu dans le film ou autre, où tu sens un peu l'autoconviction de la chose et surtout le maintien de cette ligne-là. Alors qu'en fait, quand tu détricotes, tu regardes les faits, tu regardes les dates, tu regardes pas mal d'éléments, ça ne colle pas. C'est comme les Cassio, tu vois, ça ne peut pas coller. Ils ne peuvent pas dire, comme dans les articles, on a été abusé dans la maison d'Elton John, de Liz Taylor, enfin, tu vois, machin. C'est limite. Il y a des trucs qui sont allés très loin et que surtout, encore une fois, ça va tellement, ça se télescope tellement avec tout ce qu'ils ont dit et fait avant qu'en plus, il est très difficile de se dire ah bah tiens, en voyant les bénévolents, ils ont eu le déclic. Je pense qu'ils ont dû étudier le machin, de dire bon, bah, on va jouer le même coup qu'ils ont fait eux-mêmes avec ce fameux déclic post-trauma du truc ou autre. On va mettre ça sur la table. Et quand tu lis, moi j'ai vu un extrait de l'interview là qui est bloqué par les stats, que en fait, je crois que c'est Aldo, un des frères en tout cas, qui a donné, il a donné une interview à Daphné Barak je crois que c'est pour le Daily Mail en Angleterre. Donc, il y a lui et sa sœur Nicole, et ils décrivent en gros comment Michael faisait pour les agresser. Enfin, tu vois, ils décrivent des choses devant la caméra, et tu dis, ouais, en fait, là, on est dans le. Ils reprennent un peu le best-of de ce qui a déjà été dit avant par d'autres accusations pour faire croire que c'était un peu toujours le même mode opératoire. Souviens-toi, Richard, il y avait eu justement un accusateur, je crois que c'était au Canada, et Oui. qui avait été complètement débunké parce que ça suivait, il était coaché complètement par un mec qui s'appelait Victor Gutiérrez, qui avait écrit d'ailleurs un ouvrage, et qui était un gars complètement dérangé et qui essayait de faire que Michael soit reconnu comme PDF pour pour plaider la cause de la PDF. Alors c'était encore plus dingue, mais il l'avait coaché et le gars, l'accusateur répétait mot pour mot, et on voit bien que il y a une sorte depuis que Chandler a fait cet élément-là, il y a une sorte de reproduction où les accusateurs vont chercher, non pas parce qu'ils l'ont vécu, mais tout simplement parce qu'ils veulent absolument chercher à faire croire que. Et on a le sentiment d'un copier-coller. Alors bien sûr, c'est complexe parce que dans la réalité de ce genre de crime, certains diront oui, mais c'est normal parce que le criminel reproduit toujours un peu le même processus. Oui, sauf que là, c'est tellement mal finalement raconté que on voit bien que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a des erreurs à droite à gauche, et puis il y a des éléments qui laissent penser clairement que c'est juste un copier-coller. Donc c'est là où c'est délicat. On voit bien que dans cette affaire, il y a beaucoup plus de manipulation, de volonté d'extorsion qu'autre chose.
Mais bon, C'est alors, c'est le remake d'une mauvaise série qu'on connaît par cœur, tu vois. Excuse-moi, Greg, je peux Un peu. répondre à un commentaire qui apparaît. Alors déjà, je voulais juste dire il y a eu aussi le coup de Jordan Chandler qui aurait été drogué par son père avec le fameux sérum d'habitat. oui, le fameux sérum de vérité. Jackson, votre business, vous avez des chaînes YouTube et vous vendez des bouquins sur Jackson, vous n'êtes pas impartiaux, vous êtes jugé parti. Alors, je réponds en ce qui me concerne, je peux aussi répondre Greg, hein, parce que toi, tu as une chaîne YouTube. Bien sûr. Moi, effectivement, j'ai fait des livres. Alors, il faut savoir qu'avec un livre, on ne s'enrichit pas, on ne s'achète pas un château. Enfin, j'ai quand même pas 230 millions de dollars comme voudrait l'avoir la famille Cassio. Il y a une chose qu'il faut comprendre, si moi je continue à prendre la parole sur Michael Jackson et notamment à accepter les invitations de Greg et d'échanger aussi avec beaucoup de fans ou autres, c'est parce que moi je suis convaincu de son innocence. Alors oui, il peut arriver que sur des projets comme un livre ou autre, ça génère un peu d'argent. Alors il y a un truc qui dit, c'est une phrase qui vaut ce qu'elle vaut, et que tout travail mérite salaire. Donc c'est aussi du travail que de faire un livre ou de se consacrer à un projet. Donc voilà, je vois pas pourquoi c'est quelque chose qui serait mal vu. Mais comme on est en France, je sais que c'est une idée qui paraît bizarre. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on veut au final, quoi? Est-ce que vous voulez quand même des gens qui prennent un peu la parole de Michael et qui sont là pour essayer de le défendre, que ce soit ici entre nous, entre fans, ou aussi auprès des médias, ou vous voulez laisser la parole qu'aux médias? Sachant que je vous ai raconté encore que là, moi, il y a la semaine dernière, j'ai fait une interview pour un média et qui a été annulé à cause de ces histoires-là. Donc, je veux bien recevoir cet argument-là, mais moi, j'y réponds de façon tranquille et sereine. Oui, on fait ça et on continuera de le faire. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, puis Tout je pense à fait. que. Et le problème, pardon, je me permets de rebondir. Vas-y, vas-y, vas-y. Le problème est un petit peu pris à l'envers, c'est-à-dire que si on était vraiment sur la part du gain ou ces choses-là, c'est peut-être pas Michael Jackson qu'on aurait choisi comme sujet de prédilection. Oui, oui, on a soyons fait tout du à fait Beyoncé. honnêtes. Oui. Ça reste un sujet de niche entre guillemets. Donc on le fait par passion et j'ai envie de te dire, bah, heureusement qu'on est rémunéré aussi pour notre travail. Moi, je crache pas dans la soupe et je le fais pas pour ça, mais je suis très content d'être récompensé pour ça quand même. Donc voilà. L'équilibre. Et nous finalement, si tu veux, nous c'est un combat de militants. C'est pas un combat financier, tu vois. Si ce soir on prend du temps, tu vois, on est dimanche soir, on pourrait passer notre dimanche soir en famille. On choisit de prendre le temps de faire un live, c'est justement parce que on veut pouvoir donner de la visibilité. Par notre militantisme, on veut continuer à défendre Michael Jackson et de la manière la plus objective possible. Tu peux considérer que nos regards sont impartiaux. Bien sûr que je dirais la motivation est impartiale dans la mesure où on veut défendre Michael Jackson. Par contre, le contenu de notre défense reste objective. Et il ne faut pas que tu te mélanges entre les deux. J'espère qu'on a pu répondre à ta question qui finalement n'en était pas une, mais Et je veux donner un peu de visibilité. Effectivement, là, je prends le cas. Moi, j'ai fait récemment un événement à Paris au Listener, qui était un petit événement pour faire la promo. Et j'en parlais beaucoup avec l'organisateur, Raphaël Melki, et je lui fais un coucou s'il nous regarde, que ce soit là ou en replay. Et on se rend compte que tu peux avoir des artistes qui sont des gros vendeurs de disques sur chaîne YouTube, mais tu as une grosse déperdition dès que tu fais un événement, quand tu fais un bouquin ou autre, parce que tu as beaucoup moins de gens qui vont suivre. C'est vraiment les fans hardcore, les gens passionnés, les gens qui s'engagent dans cette passion-là pour suivre ces projets. Donc, voilà, il ne faut pas se mettre dans l'esprit que si tu as une chaîne YouTube, je veux dire, Greg, ce n'est pas l'influenceur qui est parti à Dubaï et qui a fait des stories pendant une semaine pour dire qu'il était coincé à l'aéroport, quoi. Tu vois, j'y vais la semaine prochaine. Ah, mais tu as mon rendez-vous là où tu sais. Bah, grâce au live, tu vois, le live de ce soir me paye le voyage à Dubaï. Voilà. Bon, j'ai pu faire une greffe de cheveux là-bas à Dubaï, ça tombe très bien. Donc, parce que j'ai gagné comme argent. Bon, blague, mais pour ça, pour vous dire que. Alors, nous, on est forcément biaisé, on a un biais, si on ose dire, mais les médias ont aussi un biais. Alors, de quel biais on préfère? C'est ça, c'est-à-dire que. Comme le rappelait, on est dans un traitement, par contre, objectif, factuel, où on étudie la chose. On n'est pas en mode de dire, comme les médias aiment dire à propos de nous, ah ben Michael chante bien, donc il ne peut pas avoir fait ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a étudié les dossiers, on a lu les transcriptions, on a même interviewé des gens qui sont proches des dossiers, on a passé du temps à étudier ça. Donc, on essaie d'apporter des éléments à notre humble petit niveau pour faire comprendre les choses. Et au final, on se rend compte que ce soit par ce qu'on fait nous ou d'autres éléments, mais aussi le travail des fans, que tous les fans font sur les réseaux sociaux au quotidien,
que l'opinion publique commence un peu à comprendre les choses, quoi. Oui, puis moi je rappelle quand même une chose, c'est que bien sûr, nul n'est totalement sans biais, la partialité parfaite est complexe, parce que évidemment, ça veut dire qu'il faudrait être totalement neutre, et c'est complexe. Nous sommes des passionnés, donc forcément, en tant que passionnés de Michael Jackson, on a évidemment un souhait, c'est qu'il soit innocent. Mais la réalité, c'est que si on devait prendre dans la tronche un jour des preuves qui nous montrent sa culpabilité, on serait pas là, on serait pas en train de discuter. Je pense qu'on arrêterait tout. Je sais pas si on arrivera encore à écouter Michael Jackson. Je pense que oui, j'arriverai encore à l'écouter, mais je Non. serais plus ni passionné ni collectionneur. J'aurais plus un profil bas et je ferais certainement pas des émissions. Et je pense que Richard ne ferait pas de bouquin non plus. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a un procès qui a eu lieu. Et ce procès a été concluant. C'est que Michael Jackson n'a pas été coupable, n'a pas été déclaré coupable. Et les 14 chefs d'accusation, c'est pas, par exemple, Puff Daddy qui a été innocenté sur certains chefs d'accusation, mais qui a été finalement reconnu coupable sur d'autres. Là, Michael, c'est aucun chef d'accusation, aucune reconnaissance de culpabilité. Donc, on a des éléments concrets, tangibles, qui nous laisse penser que l'innocence de Michael est avérée. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec nous, bien entendu, on peut considérer que on ne voit pas tout et qu'on est trop aveuglé par notre passion. Oui, vous avez tout à fait le droit de le dire, mais nous, on a aussi le droit de penser que les médias se sont souvent trompés, ont souvent raconté des choses qui n'étaient pas vraies. Et dans ce genre d'affaires, c'est délicat, parce que quand on est une immense star, les médias ont tendance à plus profiter du croustillant, quitte à dire des bêtises, quitte à dire des mensonges, parce que ça rapporte plus d'argent. Alors, dans ces cas-là, je dirais que c'est plus les médias qui sont impartiaux, parce qu'il y a une histoire d'argent, que nous, parce que pour le coup, Richard gagne très peu avec son bouquin, et que Greg gagne très peu avec ses vidéos. Donc il y a ça. Et en parlant de films aussi, je pense moi à un très vieux film. Dans les années 60, vous aviez un film qui était avec Brel, avec Jacques Brel, le fameux chanteur français, qui s'appelait Les risques du métier, et qui montrait un instituteur qui avait été accusé à tort. Et qui, d'ailleurs, je crois, ne supportera pas ces accusations. Et finalement, voilà, on a quelques éléments comme ça de choses qui existent, hein, mais c'est très, très, ce genre d'accusations, une fois qu'elles sont portées, elles restent, même quand on est innocenté. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui autour de Michael Jackson, c'est qu'il a été innocenté par un procès, mais que malgré tout, une partie de l'opinion publique est restée sur cette idée-là, parce que les médias ont joué un rôle assez dur. Et je recommande toujours ce livre d'Aphrodite Jones, qui était une journaliste qui était persuadée de la culpabilité de Michael, et qui a eu un choc, comme beaucoup de journalistes, au moment où non-culpabilité de Michael, et qui a refait le film à l'envers, et qui a découvert qu'en réalité, elle était passée à côté de beaucoup de choses, et que les médias n'avaient pas fait leur travail. C'est ça qui est important, parce que les médias avaient été trop vite en besogne, et puis avaient cherché juste le sensationnel. Donc c'est intéressant aussi. Pardon Yann, je t'ai coupé, je pensais que tu avais fini. Ouais, vous savez, je me faisais la réflexion là quand je vous écoutais parler et que je lisais un peu le chat, c'est que notamment sur le fait que Michael ait été acquitté, bon, nous on le sait, on le rappelle assez souvent bien évidemment, mais des fois je regarde des documentaires un peu sur des, vous savez, sur des enquêtes un peu non élucidées ou des choses comme ça, où alors, on va prendre même l'exemple type que ça a parlé à tout le monde, Xavier Dupont de Ligonnès. À chaque fois que je vois un truc sur Xavier Dupont de Ligonnès, on explique, on raconte l'histoire, et on n'a jamais une version qui pourrait potentiellement présupposer que Dupont de Ligonnès n'est pas coupable. Cependant, à chaque fois à la fin, il y a toujours cette petite mention orale ou écrite de dire « Nous rappelons qu'actuellement, M. Xavier Dupont de Ligonnès est présumé innocent ». Il y a toujours une mention comme ça. Michael Jackson a été acquitté de 10 chefs d'inculpation, et on le traite toujours comme un coupable. Attends, le procès, des fois, n'est même pas évoqué de 2005, et il n'est même plus évoqué dans les articles.
Ce qui démontre tout de même qu'il y a une véritable volonté de faire de la cancel culture du procès de 2005. Après, du Paul Goulet, il chante moins bien. C'est pas sûr. Je vais rebondir sur un point. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de bouquins, machin. Tu vois, moi, je prends le cas de Légende. Bon, quand Glénat m'a contacté pour le bouquin, c'était quand même une grosse négo quand il voulait valider le projet, parce qu'ils avaient quand même un peu peur de tout ça. Donc, ça a été quand même super bordé au niveau de pas mal de paramètres. Donc, le bouquin. Donc, moi, j'ai essayé de tirer le meilleur du format et du cadre technique qu'ils m'ont donné. Mais ça pour dire que effectivement, continuer à faire des choses sur Michael Jackson aujourd'hui, c'est pas une facilité. La facilité, ce serait de faire. Moi, j'aurais pu faire l'anthologie de la K-pop, j'aurais pu faire les sacs à main de Harry Styles, j'aurais pu faire des trucs comme ça. Tu vois. Donc, je suis pas allé là-dedans, tu vois. Donc, ça parce que ça m'intéresse pas, ça me touche pas. Par contre, oui, c'est pas si tu veux faire un truc sur un artiste qui te plaît. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Et quand bien même, des fois, c'est un artiste qui peut te plaire. Et c'est comme les livres de la collection Le Mot et le Reste. Il y a plein d'ouvrages qui sortent. Il y en a un qui est sorti sur Janet Jackson, qui est très bien, que je conseille, de Valentin Grimaud. Pareil, Valentin, il a fait le bouquin. Je pense pas qu'il va s'acheter une Porsche avec. Mais donc, ça, c'est juste pour rappeler, c'est que continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Mais encore une fois, ce que font d'autres, hein, plein de gens, continuent à faire. Même les fans qui sont à relayer des stories, à poster des choses. Et ben ça contribue quand même à transmettre, je pense, des idées ou des messages. Et il faut, je pense, occuper le terrain face à toute façon à des médias qui, eux, pour le coup, sont extrêmement biaisés et sont loin d'être impartiaux. Je terminerai sur la dernière chose. C'est vrai que j'ai vu une remarque comme quoi on est extrêmement tous misogynes, il n'y a pas de filles. Alors, un message aux filles, manifestez-vous, on vous attend. Et puis il y en a déjà qui sont venus, hein. Oui, mais c'est vrai que ça peut être bien de l'avoir peut-être plus régulièrement. Alors, j'ai répondu sur le chat, du coup, vu que tu as rebondi dessus, je réponds. En fait, quand je regarde mes stats, la jante féminine représente 17% de mon audience, ce qui n'est pas énorme. 17% de mon audience. Et donc, comme vous le savez, on fait souvent des libres antennes et on a déjà accueilli des fans féminines sur la chaîne. Donc moi, ce serait toujours avec grand plaisir. On fait souvent des antennes libres et puis même pour des intervenants, comme je vous l'ai toujours dit, hein, s'il y en a qui veulent monter sur les lives, me contactent en MP. Mais j'ai que des garçons qui me contactent. Alors, non pas que je veux absolument que des femmes me contactent et je suis pas sûr que la mienne serait très heureuse, mais mais en tout cas, sachez que non, il n'y a aucun problème. Vous me contactez en MP. Et d'ailleurs, je précise, YouTube a mis une nouvelle fonctionnalité. YouTube a ouvert les messageries. Donc maintenant, vous pouvez me contacter en MP directement sur YouTube. Pas besoin forcément de passer par les réseaux, pour ceux qui n'en ont pas forcément. Donc voilà, à l'occasion, il n'y a pas de souci, mais je vous rassure, ce n'est pas du tout un aveu de misogynie aucune. Et Miss Sushi qui a lancé ça, qui nous suit sur beaucoup de lives et que je salue, le sait. Je l'ai d'ailleurs déjà proposé de venir sur un live pour discuter. Elle t'a dit pourquoi elle veut pas? Pas forcément, mais peut-être parce que le sujet ne lui parle pas ou qu'elle n'a peut-être pas envie de se montrer, et c'est respectable, mais en tout cas, elle sait qu'elle peut venir quand elle veut discuter avec nous. Donc voilà, pour la petite parenthèse. Bon, de toute façon, je vois qu'on est presque à 2 heures de live, donc on va pas tarder à clôturer. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un live un petit peu spécial, je dirais moins solennel que d'habitude, parce que là, c'est moi qui avais besoin de mettre un peu les choses au clair par rapport à cette affaire, parce que je voulais pas que ça parasite trop les fans. Je voulais pas que ça parasite ceux qui sont vraiment dans l'attente du biopic. Alors, j'ai pu vous paraître un peu froid pour la plupart de ceux qui m'envoyaient des messages pour me dire: t'as vu, il y a une deuxième partie, t'as vu, il y a une deuxième partie. Et donc, comme je vous l'ai expliqué gentiment, j'étais un petit peu omnubilé plus par l'affaire Cassio que par l'annonce de cette deuxième partie. Bon, vous le savez que j'ai pas un engouement très fort pour le biopic, même si je suis très heureux que le film arrive pour l'actualité Michael que ça représente. Mais voilà, ce soir, j'avais quand même envie. Pendant un moment, je disais à Richard et à Yann, ouais, on va pas en parler pour l'instant, ça sert à rien de donner de la visibilité sur ça. On le fera quand ça en parlera dans les médias. On y est arrivé. Donc, on en a parlé avec Richard. Et puis, je sais plus, c'est mercredi ou jeudi, je vous ai dit, bon, bah, live.
Je vous ai dit, bon, bah, live. Et puis, j'ai prévenu Julem aussi pour savoir s'il était dispo pour la modération. Et voilà, quoi. Donc, ça me tenait à cœur de le faire. Je suis content qu'on l'ait fait. Au moins, le replay sera bien évidemment disponible. Si quelqu'un vous parle de l'affaire, vous pourrez toujours le renvoyer sur le replay du live en espérant que ça apportera des précisions. Et puis voilà, désolé, du coup, comme je parle, je ne vous lis pas le chat, mais je vais reprendre un peu. Voilà, je vous laisse rebondir, Yann ou Richard, si vous voulez dire quelque chose. Non, mais je pense qu'on a balayé pas mal de choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, actuellement, le système, enfin, le juge a acté en faveur de l'estate et que je pense que là, il y a peut-être une crise de panique qui se produit chez les casseurs. Ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comme une nouvelle tactique. Alors, on a vu des messages ce week-end qui sont mis sur Instagram, qui sont retirés par les personnes qui les ont postés de l'entourage de la famille Cassio, qui ont voulu déstabiliser Grace. Alors, Grace, c'est la nourrice des enfants de Michael, qui a pris la parole pour défendre donc Michael Jackson. Il faut aussi rappeler que Grace avait fait une interview un peu à charge contre Michael il y a quelques années, quand elle a été, on va dire, licenciée par l'entourage de Michael à l'approche du This. En tout cas, là, elle prend sa défense. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant, comme je dis toujours. Il ne faut pas baisser en vigilance. Il faut toujours rester aux aguets de voir ce qui se passe. Ce qui est encourageant et optimiste, il y a deux choses pour moi. C'est la hype autour du biopic, qui, l'air de rien, alors elle est quand même plus présente en Europe et en Asie, qui quand même fédère pas mal de gens. Il y a une grosse attente dessus, on s'en rend compte. On commence à voir dans les cinémas des posters, des affiches qui annoncent le truc, les gens qui se prennent en photo devant. Bon. Il y a aussi les teasers que maintenant là, on a brevet de petites bandes annonces, de petits teasers de 5-10 secondes qui continuent à faire monter la hype. Et puis, je reviens sur l'affaire Cassio, les commentaires que moi, je dis globalement sur les commentaires d'articles sur les sites web ou en commentaire sur les réseaux sociaux. Il y a un côté, bon, c'est bon, arrêtez, il est mort, lâchez-le, il y a eu un procès. Enfin, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience que je trouve intéressante chez le grand public, parce que on voit que c'est des commentaires de gens qui ne sont pas forcément des fans et qui, non seulement n'y croient pas, et puis voilà, préféraient qu'on leur parle pour le coup plus du biopic qu'autre. Sachant que le biopic, je trouve ça aussi intéressant, c'est que là, en France, le partenaire média en radio, c'est Énergie. Et c'est la première fois depuis de nombreuses années qu'Énergie n'a pas été partenaire sur un projet Jackson, parce que dans le groupe Énergie, il y a aussi Nostalgie. C'était très souvent de mémoire depuis Visionary, donc depuis 2006, que c'était donc Nostalgie qui était partenaire principalement des nouveaux projets Jackson. Donc là, que Énergie, la radio front, la radio la plus populaire du groupe Énergie, soit partenaire du biopic, sous plan médiatique, je trouve ça quand même voilà, une marque de confiance de ce groupe de radio envers ce projet-là. Et donc de l'image de Michael. Eh ben, c'est une très bonne chose. Vas-y, Yann. Non, mais je crois que oui, il faut laisser un petit peu de temps. Moi, j'ai quand même le sentiment que de toute façon, depuis Living Neverland, il y a une majorité de gens qui se sont déjà fait leur opinion. Et donc, tout ce qu'on va rajouter en plus ne changera plus rien. Et ou au contraire, va commencer à donner du grain à moudre à ceux qui commencent à se dire, là, ça commence à faire un petit peu de trop. On est quand même en train de voir que tout ça est une histoire de gros sous. Et je crois que là, c'est vraiment le cerise sur le gâteau, parce que l'affaire Cassio démontre vraiment que là, on est sur une affaire on n'a pas eu assez d'argent, on veut une rallonge. Et le résultat, c'est qu'évidemment, ça passe très très mal, je pense, pour ceux qui lisent un petit peu les articles. Il y a beaucoup plus d'attentes des gens autour de racontez-nous la légende de Michael. On veut aller voir le biopic, on veut revivre les grands moments de la légende de Michael Jackson, plutôt que de nous raconter des histoires sordides qui, finalement, ressemblent plus à une tentative de gagner du pognon sur le dos d'un mort, quoi. Voilà. Exactement. Exactement. Et moi, comme je le disais, finalement, je suis assez rassuré de constater que la plupart des gens, quand même, ont compris le poteau rose, se laissent pas avoir par cet emballement du chiffre, entre guillemets, qu'on pourrait avoir, mais encore une fois, quand on le compare proportionnellement, c'est vrai que ce chiffre ne vaut pas grand-chose. Mais c'est vrai que finalement, quand on a ce genre d'affaires qui tombent, une fois de plus,
C'est pas tellement la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, mais moi, la première question, c'est quel impact ça va avoir. Bien sûr. Je me rends compte que c'est toujours la première question que je me pose. Alors, on pourrait, on pourrait faire les fans qui s'en foutent de ce que pensent les autres, mais je pense que moi, ce serait me mentir à moi-même que de dire que je m'en fous parce que euh, c'est marrant parce que j'avais Hector Barjeux hier au téléphone et, il me disait comment trouve-t-il toute cette énergie? Non, C'est bon, c'est bon. Pour non, ceux qui ont la ref, c'est bon. Ouais. Lui il me disait oui, moi ça fait longtemps que j'argumente plus parce que Ouais. parce que je ressens plus le besoin, parce que moi je sais où j'en suis dans ma passion et je comprends totalement ce qu'il veut dire par là et je serais presque tenté de dire que c'est lui qui a raison de penser comme ça. Moi aujourd'hui j'en suis pas là encore. Je suis loin d'en être là. Moi j'ai besoin encore de répondre. J'ai besoin de défendre. À défaut de défendre Michael, c'est défendre aussi un peu mes valeurs et mes convictions parce que si j'ai choisi Michael comme idole, c'est pas pour rien et en fait, c'est un tout que je défends. Et c'est pour ça que je pourrais pas m'empêcher, même dans un commentaire Insta, un commentaire YouTube, répondre parce que à défaut de répondre à la personne qui attaque, ce que j'aime me dire, c'est que les gens aussi, derrière cette attaque, voient qu'il y a une réponse. Et pas juste une réponse à ta gueule, Michael, c'est le meilleur. Une réponse concrète, construite et voire même souvent déstabilisante pour l'autre. Je reprends encore l'exemple de ce matin avec la personne qui citait l'article de Vanity Fair, euh, qui a essayé de nous expliquer je dirais, le crédit de la journaliste que le contenu en lui-même de l'article, quoi. Et qu'à un moment donné, bah, soit. Voilà. Mon but quand je réponds, c'est pas de convaincre celui qui a attaqué. Mon but, c'est juste de voir qu'il y a une réponse. Et, euh, et pour ça, j'arrêterai pas. Moi, j'ai pas perdu l'énergie de le faire. J'aimerais être comme Hector. J'aimerais pouvoir vous dire, c'est pas grave, je m'en fous, je suis passé, j'ai plus besoin de répondre parce que je pense que c'est une vraie paix de plus avoir besoin de répondre. Mais aujourd'hui, j'en suis pas là. Et c'est pour ça que je parle encore de militantisme et que pour moi, ça reste fondamental de continuer. Ça fait partie de mon combat. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je crée du contenu maintenant depuis 3 ans et que bah, de ce fait, je me suis imposé une responsabilité vis-à-vis de ça. Et voilà. Et je tiens là-dessus à te remercier de faire ça parce que je me rappelle très bien du 4% que tu t'es imposé au moment où tu voulais pas en parler ou en parler, tu te posais un peu la question là-dessus et que tu as pris la décision de le faire. Mais encore une fois, je pense que prendre la parole, ça ne veut pas dire pour l'instant justifier et défendre, c'est en tout cas prendre une parole que si nous on ne la fait pas, personne ne la fera pour nous. Il faut bien se mettre d'accord, c'est pas Voici, c'est pas Closer, c'est pas Vanity Fair qui vont parler pour nous ou qui vont comment dire, formuler les idées que nous on peut avoir. Donc nous on fait, en tout cas on formule nos idées, on explique les choses, on ne cherche pas à convaincre, on ne fait pas du prosélytisme, à débat, mais on essaie en tout cas de poser sur la table des faits qui sont fact-checkables très facilement en quelques clics. Et c'est déjà, je pense, pas mal, c'est déjà très bien. Et on n'est pas dans une défense aveugle. Contrairement à certains haters que je vois des chaînes de YouTube de haters qui sont vraiment des chaînes dédiées anti-Michael, où ces gens se lèvent le matin en disant qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur Michael de salle pour faire un petit peu de clics, parce que c'est des gens qui ont une chaîne YouTube lambda et qui un jour ont fait une vidéo sur Michael, ils ont vu que ça a pris en audience et qui se mettent là-dedans. Donc finalement, c'est là où la démarche est plutôt hystérique et plutôt en mode acharnement. On pourrait dire que le pendant de cette attitude-là, c'est le fan BA qui va dire ah, Michael Chandler, il n'a rien fait. Eux, ils sont en mode il est forcément coupable parce que voilà. Et puis vous avez vu son visage, son maquillage. Enfin, ils vont d'ailleurs sortir des arguments qui sont déjà sur du jugement de valeur le plus complet, qui sont déraisonnés et déconnectés de plein de choses. En fait, ils déconnectent la réalité des faits juridiques et judiciaires et ils mettent en avant tout un raisonnement très souvent tiré par les cheveux et qui finalement ne mène à rien, si ce n'est que de conforter un récit qui est dans leur tête, faute de preuves, faute de quoi que ce soit. Tout à fait. Oui. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, messieurs, je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir terminer ce live. On a été
plus de 200 ce soir. Je vous avoue que pour un dimanche soir, je ne m'y attendais pas, mais c'est top. Donc, bien évidemment, le replay sera dispo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, nous donner vos points de vue. Et comme on le dit assez souvent, s'il y a des gens qui pensent que Michael est coupable et qui voudraient venir en débattre dans un live, encore une fois, la porte est ouverte. On a ouvert la porte plusieurs fois, personne ne s'est jamais manifesté. On préfère laisser des commentaires sur des publications, mais en tout cas, je rouvre la porte, je laisse la porte entrouverte. Ce serait toujours avec grand plaisir. Voilà, donc merci beaucoup le chat. Merci, un grand merci à Julien pour la modération, qui a encore une fois fait un travail d'orfèvre et qui est allé nous chercher en plus les photos d'immolation pendant le live. Merci Olivier Cachin aussi. Super boulot. Merci à Olivier Cachin d'être venu nous apporter son regard, son expertise. Et puis, bien sûr, merci à mes deux amis de toujours, Richard et Yann, que j'embrasse fort. Et je suis encore une fois ravi que vous soyez libérés ce soir pour ce live. Et le funk avec McDonald's. Papy, il va aller se coucher. C'est torture dessus. C'est ton morceau, Greg. Donc à 2000, mais c'est pas la même version. C'était vrai, hein. Sans doute le meilleur clip de Michael. Bon, bonne soirée à tous. Merci. À très bientôt. Ciao les copains. Salut. Salut à tous. Bonne soirée. Ciao, bye.